Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon ami Stéphane Tétard, naturopathe. Salut Stéphane. Bonjour Renaud. Et pourquoi c'est hyper important pour moi? Parce que déjà Stéphane, c'est quelqu'un qui, selon moi, incarne très très bien cette avant-garde de naturopathes innovants qui sortent des sentiers battus de la naturopathie orthodoxe des années 80, notamment avec son intérêt pour les métaux lourds, où il s'est un peu illustré là-dedans, son intérêt pour le biohacking. Donc on va avoir le temps de parler énormément de tout ça, parce que je pense qu'aujourd'hui la naturopathie elle a besoin d'être dépoussiérée. Et pour former des naturopathes entre guillemets modernes, des naturopathes d'aujourd'hui, il faut parfois accepter de sortir un petit peu des ornières qu'on a l'habitude de voir depuis longtemps, ou en tout cas des enseignements habituels, et venir vers des enseignements qui sont à jour. Parce que l'humain d'aujourd'hui, c'est pas l'humain des années 80. Il rencontre beaucoup d'autres paramètres. Et justement, Stéphane, j'avais envie que tu nous dises, toi, qu'est-ce qui t'a fait devenir naturopathe? Et surtout, qu'est-ce qui t'a fait par la suite t'intéresser à ces disciplines, notamment au travers des métaux lourds et ensuite de la discipline du biohacking? Ce qui m'a amené à la naturopathie, c'est la curiosité, mais aussi des problèmes de santé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'étais journaliste, donc naturellement une certaine curiosité, l'amour de comprendre les choses, aussi l'amour de les partager. Et à 35 ans, j'ai fait un burn-out. Et donc, je comprenais pas parce que je pensais tout bien faire. Je prenais mes 3 à 5 produits laitiers par jour. Je faisais 6 heures de sport par jour. Je faisais beaucoup d'activités, mais en réalité, je faisais trop d'activités. Il y avait aussi des raisons émotionnelles. Et donc, on m'avait pas appris du tout à prendre soin de ma santé. J'avais un tableau, c'est-à-dire pour être en bonne santé, je dois faire ça, ça, ça. Et puis, les plus ou moins 5 fruits et légumes par jour, je pensais que c'était suffisant. Les 3 à 5 produits laitiers par jour, je pensais que c'était indispensable pour être en pleine forme. Et puis beaucoup de choses, et puis des choses aussi que je ne voyais pas. Donc vraiment, à 35 ans, je comprends pas. Alors que je devrais être au top de ma forme. Et en plus, c'est assez bizarre parce que je paraissais athlétique. Je ressemblais plus à un rugbyman qu'autre chose. Tu vois, j'avais 5 à 10 bons centimètres aux épaules de chaque côté en plus. Mais par contre, j'avais une autonomie, j'avais de l'énergie pendant 30 minutes. Mhm. Donc, et puis au quotidien, je faisais des erreurs. Je me rappelle une fois, le genre d'erreur qu'on ne fait jamais, c'est oublier le numéro de sa carte bleue. Quand on commence à faire ça, oublier où on a garé sa voiture. Je te parle pas de toutes les petites distractions, les erreurs qui me posaient des problèmes au bureau. Voilà, c'est vraiment typique du burn-out où vraiment, tu n'arrives plus à avancer. Donc, j'ai fait longtemps de burn-in où tu es très, très bas en énergie. Et puis ensuite, je suis tombé carrément dans le burn-out où là, il n'y avait plus du tout d'énergie. Donc, j'ai essayé de comprendre. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, j'ai vu que je pouvais plus travailler du tout. Donc, j'ai négocié mon départ et je me suis intéressé à la santé. Alors, au début, je me suis dit, l'alimentation, alors, la santé, bouger, c'est ce que je fais. En fait, c'est ce que je faisais, mais trop. Et je me suis intéressé à l'alimentation. Alors, je me suis intéressé à la diététique. Donc, je me suis inscrit au CNED puisque j'aime bien apprendre, pour préparer le diplôme de diététicien. Et puis, quand je commence à regarder le programme, mais je me dis, mais attends, j'ai lu des études scientifiques qui disent exactement l'inverse. Et en réalité, je me suis aperçu que le programme de diététicien à la base, et je caricature un peu, hein, donc si un diététicien m'écoute, qu'il me pardonne, c'est une formation de responsable de cantine d'hôpital. Tu apprends à faire de la nourriture sans microbes, mais pas de l'alimentation vitalisante. C'est-à-dire que tu sais tout ce qu'il faut faire pour que ce soit pas mal, mais tu ne sais pas faire pour que ce soit bien. Oui. Donc, vraiment, je me suis dit, je pourrais même pas arriver jusqu'au diplôme parce qu'il faudrait que j'apprenne des choses en me disant, je suis en train d'apprendre des choses, mais c'est uniquement pour le diplôme et ensuite tu sauras que c'est pas vrai. Notamment ces fameux 3 à 5 produits laitiers où j'avais déjà vu plusieurs études qui montraient que les produits laitiers n'étaient pas forcément favorables à la santé et que voilà, que c'était loin d'être nos meilleurs amis. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai arrêté, j'ai perdu mon asthme. J'étais très légèrement asthmatique, mais en arrêtant les produits laitiers, j'ai perdu complètement le côté asthmatique parce que l'inflammation que m'apportaient les produits laitiers amplifiait ma tendance naturelle à l'asthme. Donc, je commençais à voir qu'il y avait des problèmes dans le discours. Alors, je me suis intéressé aux médecines alternatives. Donc, la médecine chinoise, ouais, ok, mais apprendre à quelqu'un de mettre plus de yang, moins de yin, et puis de mettre plus d'amer et moins de doux, c'est par les Chinois. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas concrètement. Alors, effectivement, je pouvais mettre des aiguilles, mais
pour moi, c'est l'idée de la médecine, enfin l'idée de la santé, pardon, pas de la médecine. La médecine, c'est on intervient quand il y a un problème. Mais la santé, c'est, pour moi, chaque individu doit être responsable de sa propre santé. Et donc, ce qui m'embêtait avec la médecine chinoise, c'est que elle était soit on prenait en charge les choses en disant, en faisant l'acupuncture et en donnant des plantes, mais sur l'alimentation, c'était très compliqué. Il fallait tout redéfinir, tu vois. Donc, c'était impossible. Je me suis intéressé à l'Ayurveda et j'ai beaucoup hésité parce que l'Ayurveda m'a paru. Alors, j'ai fait une année quand même d'études de médecine chinoise par curiosité, hein. Mais à un moment, ça ne correspondait pas à la façon. La façon de penser était OK, c'est-à-dire que la santé dépend de ce que je mange, de ce que je bouge, de ce que je pense et ressens. Et puis, il y avait des choses qui pourraient aider ma santé. Et ça, c'est vraiment un principe que tu retrouves dans toutes les médecines naturelles. Mais c'était tellement élitiste pour moi, la médecine. C'est-à-dire que la médecine chinoise, j'ai vraiment l'impression que ça a été conçu pour qu'il y ait des maîtres de médecine chinoise et que les gens soient dépendants du maître de médecine chinoise pour faire leur santé. Alors que l'Ayurveda, tu vois, était beaucoup plus populaire. C'est-à-dire qu'il y avait des règles et qui étaient, c'est assez amusant, assez holographique. C'est-à-dire qu'une même règle, elle paraissait simple. Mais quand tu la regardais dans le détail, tu approfondissais, elle devenait de plus en plus complexe, de plus en plus fine et subtile. Ça m'intéressait beaucoup. Et donc, j'hésitais avec la naturopathie. Alors, à une époque, j'étais un peu réservé par la naturopathie parce que, comme je lisais beaucoup, j'avais lu quelques articles sur Marchesso, qui était à la fois un précurseur, mais qui avait souvent été présenté comme sectaire. Voilà, il faisait des trucs sur l'énergie, tu vois. Et à l'époque, je connaissais pas du tout l'énergie. Et donc, j'avais quelques petites réserves. Puis, je regarde quand même et je dis, ça correspond quand même vraiment. Parce que là, c'est par des Occidentaux, pour des Occidentaux, donc c'est quand même le message est plus clair. La façon de travailler, on est toujours ces 4 dimensions, c'est-à-dire ce que je mange, ce que je bouge, ce que je pense et ressens, et puis les autres soutiens. Alors tu sais, c'est un peu plus complexe que ça, hein. C'est toute la trousse à outils qu'on a en naturopathie. Donc, je me suis inscrit. Alors, comme je suis j'aime beaucoup l'intensité, malgré que je sortais d'un burn-out ou que j'étais à peine sorti du burn-out, je suis fait les 2 ans de naturopathie en 1 an. Heureusement, comme je suis rentré dans l'école de naturopathie après une certaine réflexion, après un certain nombre d'études, j'avais déjà emmagasiné des données, donc je découvrais pas ce monde. Mais j'avoue que pour beaucoup de mes co-étudiants, ça a été assez épuisant. Et pour moi aussi, mais justement, alors à ce moment-là, justement, je m'occupais de moi, donc je reprenais des bonnes habitudes, j'ai exploré l'intolérance ou l'étage au gluten. Je me suis aperçu que c'était impactant sur mon état de santé. J'étais pas franchement intolérant, mais quand j'arrêtais d'en prendre, ça allait quand même notablement mieux. Je me suis alors c'est à ce moment-là que je suis commencé à m'intéresser aux métaux lourds. Alors j'ai pas compris tout de suite, mais à un moment je me suis dit il reste des choses, je fais tout bien, mon temps de sport est plus réduit, j'ai une meilleure gestion de mon stress, je fais des activités qui permettent vraiment de me recentrer. Voilà, alimentation, stress, activité, sommeil, repos. Donc je faisais toute la gamme. Je prenais aussi des plantes et qui étaient impactantes. Je voyais déjà que certaines plantes me permettaient d'être mieux dans ma peau et d'être plus performant. Notamment, j'avais exploré des plantes de l'Ayurveda par hasard et donc c'était la Centella asiatica pour améliorer la mémoire. Donc, comme je préparais une période d'examen, je prenais la Centella et à un moment, je découvre une chose. Ah, je suis détendu. Et, comme on m'avait jamais appris, enfant et jeune adulte, à identifier cette tension, j'étais anxieux et j'étais pas conscient d'être anxieux. Mais comme la plante m'a enlevé l'anxiété, j'ai bien vu qu'il y avait un avant-après. Une vraie différence. Donc, effectivement, ma mémoire était plus fluide, mais en même temps, j'avais moins d'anxiété. Alors, l'anxiété a aussi un impact sur la mémoire. Donc, j'ai commencé à devenir un fan des plantes, un fan des nutriments aussi, parce que je me suis aperçu que le cerveau, c'est comme ta voiture. Si tu mets suffisamment de carburant, tu peux aller très loin. Si tu mets pas assez de carburant, tu feras le nombre de kilomètres qu'il y a avec le carburant qu'il y a. Donc, je me suis aperçu, notamment le magnésium, les vitamines B, que c'était très impactant. Donc déjà, j'avais, je crois, alors non, je crois que pendant mes études de naturopathie, c'était surtout les plantes. Et j'ai vu que les plantes étaient très impactantes. À la fin de mon diplôme, eh bien, il fallait commencer à en vivre. Et
Alors, heureusement, comme j'étais journaliste, je savais déjà communiquer, j'avais l'habitude d'Internet, j'avais déjà un site Internet. Donc, j'ai commencé à mettre des articles sur mon site Internet, à mettre des vidéos en ligne. Et justement, c'est à ce moment-là, il y a eu Tchernobyl. Et donc, j'ai fait mes premiers articles sur comment se protéger de la radioactivité. Et donc là, ça m'a vraiment mis le doigt dans le côté métaux lourds. Mais je reviendrai à ça. Mais entre-temps, je commençais à développer mon activité. Et pour être franc, moi, j'ai mis près de 5 ans en étant très actif en communication. J'ai écrit dans des journaux de trucs naturels. Je donnais des conférences gratuites dans les environs. J'avais commencé à distribuer ma carte de visite 6 mois avant ma sortie, donc à mi-chemin de mes études, 6 mois avant de sortir. Alors évidemment, les premières consultations, c'était à tarif, vous donnez ce que vous voulez ou à un petit tarif symbolique. Pour moi, j'insiste beaucoup, mais l'échange est vraiment indispensable. Si je te donne quelque chose, pour que ce soit puissant, il faut que tu me donnes quelque chose. Il y a des fois, déjà, c'est un échange. Et d'autre part, quand tu donnes quelque chose, tu as plus envie d'en récolter les fruits. Et j'ai remarqué, maintenant, je ne fais aucune formation, enfin, pas aucune. C'est très, très rare que je fasse des consultations gratuites parce que je vois qu'elles sont beaucoup moins performantes. Même quand quelqu'un dit « je vais offrir une consultation à ma sœur », je dis non, si votre sœur ne paye pas la consultation, vous pouvez financer la moitié, mais si elle ne paye pas quelque chose, c'est gaspiller de l'argent, offrez-lui un restaurant plutôt. Voilà. Donc, j'ai commencé à mettre ça en place et c'est assez amusant. Hein. Moi, j'ai des cartes de visite qui me sont revenues 7 ans après. Tu vois, j'avais changé d'adresse de cabinet et il y a quelqu'un qui me revient, mais heureusement, j'avais gardé le téléphone et qui avait retrouvé le téléphone. Ah, mais vous êtes plus là. Non, ça fait quelques années que j'ai changé. Donc, c'est assez amusant. Faut pas hésiter. J'avais beaucoup communiqué, mais j'ai bien mis 5 ans avant d'arriver à vivre à 100% de la naturo. Donc, dans un premier temps, j'ai fait ma partie détox métaux lourds et je me suis aperçu que ça m'avait amélioré les choses. C'est-à-dire que je voyais bien que les métaux lourds étaient impactants sur le fonctionnement de mon cerveau. Surtout qu'en tant que journaliste, tu vois, j'avais l'habitude de travailler, de potasser énormément de données et j'étais quand même moins performant que j'étais avant. Ça me titillait parce que je me disais, est-ce que je suis en train de prendre de l'âge? Mais bon, entre 35 et 40, normalement, on ne perd pas beaucoup de performance. Et puis, je voyais aussi, je savais qu'il y avait tu vois, le professeur Henri Joyeux, tu te dis, voilà, ça fait pas peur de vieillir, quoi. Donc, je me disais, c'est bizarre. Pour moi, intellectuellement, c'était plutôt fluide. Et je vois des gens pour qui c'est fluide, je vois qu'il y a des âges très avancés. Donc, il y a autre chose. Et cette autre chose, c'était surtout les métaux lourds qui adorent se planquer dans le gras. Donc, dans le gras du ventre, ça, c'est pas grave. Mais dans le gras du cerveau, ça fait un peu court-circuit. Ça peut même mener jusqu'à l'électro-hypersensibilité. Et donc, le cerveau fonctionne moins bien. Il a un stress oxydatif qui est important. S'il y a de l'oxydation, il y a de l'inflammation. S'il y a de l'inflammation, il y a des risques de dépression. Donc, tu vois, ça fait boule de neige. Et donc, j'ai beaucoup communiqué là-dessus. Je me suis beaucoup intéressé à ce sujet-là. J'ai beaucoup communiqué là-dessus. Et c'est bien simple. Moi, je fais partie des 10 personnes qu'on va consulter quand quand on commence à identifier les problèmes des métaux lourds. C'est-à-dire sur la France, on retrouve toujours quasiment les mêmes personnes. Les mêmes médecins. Non, c'est les mêmes médecins et il y a un naturopathe, moi. Ouais. Comme quoi, c'est intéressant et c'est pour ça que j'avais envie qu'on évoque tout ça parce que toi, c'est ce qui t'a amené là-dedans. Il y a toute ton histoire, il y a le fait d'avoir pu te différencier comme ça et finalement, ça t'a aussi aidé dans le développement de ton activité. Voilà, tout à fait. Mais c'est pas quelque chose que tu as appris en cours, malgré avoir fait une formation quand même complète. Pas du tout. En réalité, les métaux lourds, j'ai commencé à soupçonner. Donc, j'ai lu quelques articles, mais on m'avait juste rien appris sur les métaux lourds. Donc, j'ai commencé à regarder sur Internet. Et puis, je comprenais pas, tu vois, il y avait un tel qui disait, j'ai fait tel protocole, c'était génial. Tel autre, j'ai fait tel protocole, c'était la cata. Et puis, tu prenais un autre procédé, c'était génial, c'était la cata. J'ai commencé à me dire, mais il y a un problème, des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est quoi? Et en réalité, alors même pas ça marche pas. Des fois, c'est la cata, c'est-à-dire que après le traitement, c'était pire qu'avant le traitement. Et je commence à me renseigner, mais ma culture de naturo commençait à être bien ancrée. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une différence. En réalité, la plupart des personnes pour qui ça se passait bien faisaient d'une façon ou d'une autre
prenaient soin d'eux. Notamment, ils prenaient soin de leur foie, la fameuse cure Clark du foie, qui était l'un des protocoles. Ils avaient mis leur alimentation plutôt dans la bonne moyenne, et ils prenaient soin de leur digestion. Alors que ceux qui faisaient que le protocole seul avaient plus de risques d'avoir des problèmes. Alors, c'est ce que j'ai vu avec les témoignages. J'ai échangé avec certaines personnes, soit par mail, soit directement par téléphone, parce que je voulais vraiment comprendre. Et ce que je me suis aperçu, c'est donc qu'en réalité, si tu ne t'occupais pas de protéger le corps parce que lorsque les métaux lourds sont à un endroit, ils font des problèmes à un endroit, et c'est embêtant. Mais lorsque tu fais une détox, ils font des problèmes partout. Et oui, parce que entre le moment où une molécule de métaux lourds quitte mon cerveau, elle va circuler dans mon sang, donc elle va toucher des molécules, ou elle va passer par la lymphe, puis par le sang, elle va passer par différents organes, avant de passer par le foie et être éliminée par le foie. Donc, si je n'aide pas mon corps à supporter ce stress oxydatif supplémentaire qui est dû à la mobilisation de métaux lourds, il y a un problème. Ensuite, mon pauvre foie, il se prend lui, il s'occupe de détoxifier les métaux lourds, mais il travaille en 3 temps. Et en gros, le premier temps, c'est un peu comme le centre de triage. Il regarde, il se dit mais c'est quoi? Parce que les métaux lourds, c'est un peu comme un cactus. Donc en général, ça va se coller contre autre chose. Donc au centre du tri du foie, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le cactus du métaux lourd, mais avec un gros chiffon de laine, par exemple une protéine qui se baladait par là, qui n'a pas eu de chance, ou même une vitamine. Donc il va les séparer pour pouvoir les traiter, pour pouvoir chacun les traiter de façon. Donc à un moment, il a dans les mains quoi? Un métaux lourd prêt à oxydé à 100%. Et en plus, le morceau de laine qu'il y avait ou le morceau de protéine, lui aussi a subi un stress oxydatif. Donc, il a 2 substances hyper oxydatives. Donc, le foie se prend des doubles claques oxydatives. Et ensuite, il va faire son deuxième travail, c'est envelopper, mettre dans un sac poubelle le cactus pour pouvoir ensuite faire son 3e travail, c'est-à-dire de le jeter soit dans la bile, soit dans le sang, en fonction. Si c'est les métaux lourds, il va les jeter dans la bile. Et donc, si c'est un peu comme si toi, tu es enlevé des cactus de chez toi, au bout d'un moment, tu aurais tellement mal aux mains que tu arrêterais le temps de guérir. Et bien, le foie, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'il traite tellement de métaux lourds qu'à un moment, il peut plus les traiter parce qu'il est tellement abîmé qu'il faut qu'il se régénère. Par contre, si je lui donne une substance qui permet de se régénérer, eh bien, il va pouvoir en traiter plus puisqu'il traite ses métaux, il est abîmé. Je lui donne une substance qui répare et donc, il maintient sa capacité de détox. Mais en plus, je peux même l'accélérer. Si je lui donne des sacs plastiques, plus de sacs plastiques, sacs poubelles pour jeter les métaux lourds, eh bien, il va pouvoir les mettre dedans. Il en met 3 dans le sac et il le jette. Il s'abîme moins les mains quand il jette un sac poubelle que quand il les prend un par un. Donc, il faut protéger le corps, il faut réparer le foie, il faut donner au foie ce qu'il faut pour faire le travail. Et j'ai vu qu'il y avait un dernier goulot d'étranglement, c'est la digestion. Si j'ai des problèmes de digestion avec de la porosité ou des choses comme ça, eh bien, les métaux lourds peuvent re-rentrer. Parce que la plupart du temps, les métaux lourds viennent des amalgames ou de la nourriture ou de ce qu'on respire. Mais quand ils viennent des amalgames ou de la nourriture, ils vont dans les intestins et ils rentrent par les intestins, soit par la porosité intestinale, soit simplement parce que les intestins sont un peu bêtes et ont tendance à confondre les morceaux de métaux lourds avec du zinc ou des bons minéraux qui nous seraient utiles. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait des fibres colleuses de métaux lourds. Donc, je rajoute ça dans mon programme. Et je me suis aperçu que si tu fais ça, quel que soit ton protocole, que ce soit le naturel à la chlorella, avec la chélation orale, que ce soit avec en injection, eh bien, ça se passait beaucoup mieux et que les accidents étaient beaucoup plus rares. Donc, en réalité, tout ce que je fais dans la base de mon protocole, c'est d'aider le corps à retrouver sa capacité naturelle d'éliminer les métaux lourds, donc ceux qui circulent. Et ensuite, quand ça s'est bien réparé, quand le foie est bien réparé et que tout fonctionne bien et que j'ai suffisamment d'antioxydants, là, je vais secouer le cocotier avec un chélateur, que ce soit la chlorella ou un chélateur chimique. Et c'est incroyablement plus puissant puisque il y a moins d'accidents. Donc, c'est double bénéfice. C'est-à-dire que ça se passe mieux et c'est plus rapide parce que on n'a pas le bouchon du foie. Donc, j'ai découvert ça et je l'ai mis en place. Donc, au début, je faisais vraiment le protocole Klinghardt tel qu'il était. Alors, tel qu'il était enseigné il y a de ça 20 ans. Le docteur Klinghardt a beaucoup évolué dans son protocole. Et j'ai découvert ça, mais en même temps, j'ai pas inventé la poudre. Il y a d'autres personnes qui ont découvert. Donc, la plupart des protocoles,
des thérapeutes spécialisés dans les métaux lourds utilisent toujours quelque chose qui protège de l'oxydation, qui aide le foie à se régénérer, qui aide le foie à mieux faire son boulot et qui s'assure que l'élimination est OK. L'élimination des métaux est OK. Donc, en mettant ce protocole de base, vraiment, j'ai réduit le nombre de crises, de problèmes. Et en général, aujourd'hui, quand j'accompagne quelqu'un et que ça se passe mal, c'est que la personne a petit à petit, tu sais, parce que c'est un protocole qui dure facilement 1 an. À un moment, il en a marre ou il n'a pas recommandé tel complément. Alors, comme je te dis, mon protocole de base, c'est 5 compléments, plus le chélateur et éventuellement un accélérateur. Alors ensuite, il peut y avoir des spécificités, si la personne est intoxiquée à tel ou tel métaux, il y a des petits réglages, mais la base, c'est ceci. Mais des fois, tu sais, au bout de 5 ans, enfin, pas au bout de 5 ans, pardon, au bout d'1 an, même avant, au bout de quelques mois, tu te lasses. Donc, tu dis, allez, je n'ai pas besoin de psyllium, par exemple, ou j'ai pas besoin de ça. Et puis, tu continues. Alors, le foie, il supporte, puis petit à petit, à un moment, il tombe en panne. Et là, les métaux lourds, ils sont mobilisés par le chélateur, mais ils ne sortent plus par le foie. Donc, ils tournent en boucle et c'est de pire en pire. Donc, ils font de plus en plus de dégâts. Alors, il y a vraiment une règle très simple, c'est en métaux lourds. 3 jours de moins bien, c'est que le protocole est trop puissant. On fait une marche arrière, on revient au protocole d'avant. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un me contacte en me disant j'ai eu un problème, en général, c'est soit il a été trop fort, soit il a oublié un soutien. Donc, j'ai vraiment mis en place ça. En plus, c'est des gens qui sont dans une vraie souffrance parce que imagine-toi, toi, tu souffres dans ton corps, dans ta tête, et tu as ton médecin qui dit non, mais c'est dans votre tête. Et c'est très. C'est vrai que le côté métaux lourds, souvent d'ailleurs, on les récupère en naturopathie pour cette raison. C'est parce que ils ont difficilement des solutions par ailleurs, surtout en France où les analyses sont faibles. C'est vrai qu'en Suisse ou en Allemagne, ils sont beaucoup plus à l'affût de ce genre de choses, beaucoup plus peut-être conscients. Mais en France, rapidement, la personne a tendance à lui dire c'est certainement psychologique, peut-être que vous sentez pas bien. Et bien souvent, quand l'examen ne montre rien, ce qui est difficile quand on pratique des examens qui sont pas faits pour détecter des métaux lourds, quelque chose, c'est pas la faute du médecin. Dans l'absolu, il applique un protocole qui permet pas de détecter parfois des métaux lourds. Donc forcément, il dit à la personne, écoutez, moi de mon côté, il y a rien. La personne, elle se dit, mais en fait, c'est moi qui suis débile. C'est moi qui suis, et je m'en sortirai jamais. Et ça, c'est psychologiquement tellement destructeur que moi, je suis très très heureux quand on peut apporter. Et c'est très dur parce que en plus, souvent, c'est des personnes qui ont été à cause des métaux diminuées mentalement. C'est-à-dire que j'ai accompagné quelqu'un notamment qui était une femme brillante, cadre, qui encadrait, créative, active et tout, et qui est devenue un véritable zombie. Donc, t'imagines l'image de toi. Alors, ça dépend de l'âge, enfin même quel que soit l'âge. C'est-à-dire qu'avant tu étais performant et là, mais t'es un nul. C'est vraiment, tu passes de là à là. C'est très très dur. Moi, j'ai des clients, des fois. Effectivement, c'est très dur. Donc, il y a un accompagnement émotionnel, mais je sais que les mots, toute la logique, des fois, je vais pas très loin parce que je vois que juste, ça rentre plus du tout. C'est trop complexe, tellement. Donc, je leur donne un fil rouge bien carré. Je m'assure à ce qu'ils le suivent bien. Quand ils font des écarts parce qu'ils n'ont pas compris, je leur explique et ils comprennent et ils mesurent que, OK, et ils suivent le protocole et petit à petit, le cerveau se dégage. Alors, c'est très dur parce que il y a 2 étapes dans la détox. Il y a, là, si c'est tes symptômes, en général, il y a le premier, c'est quand tu enlèves ce qui amplifie le problème des métaux lourds. Donc, tu fais une bonne descente. Et puis ensuite, c'est une lente descente, tu vois. Donc là, il se passe 6 mois, 9 mois. Et tout d'un coup, flouf, je dirais même, c'est presque un switch à zéro où tu as enfin éliminé suffisamment de métaux lourds pour que ton corps puisse gérer ce qui reste. Donc, tu n'as pas éliminé tous les métaux lourds. Ouais. Si tu veux éliminer tous les métaux lourds, il te faut 4 à 5 ans de protocole continu, assidu. Même moi, j'ai pas eu le courage. Donc, je continue. Je fais régulièrement chaque année 3 à 4 mois de protocole détox. Je sais que dans ces 3 à 4 mois, j'enlève ce que j'ai accumulé cette année parce que je vis dans un monde où il y a même si je fais attention, je suis forcément exposé. Donc, j'élimine ce que j'ai accumulé cette année, mais j'élimine aussi encore 3-4 ans d'accumulation. Donc, petit à petit, je me nettoie. Voilà, mais c'est très très dur, ça demande beaucoup de patience, mais en même temps c'est très réjouissant parce que vraiment c'est un endroit où tu sens, enfin, où moi j'ai pu mesurer, j'ai redonné vie à certaines personnes.
Quand tu sens quelqu'un, alors là, tu as les métaux lourds, mais tu as la version hardcore. Tu as l'électro-hypersensibilité. Là, c'est très, très, très dur. Et tu peux avoir aussi une version qui est assez difficile, c'est la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est le problème des métaux lourds, mais avec 5 autres problèmes. Donc, tu dois gérer 5 choses en même temps. Et donc, si tu as 6 choses en même temps, ça veut dire que chaque chose ne fait pas plus de 16% de résultat. C'est-à-dire que tu nettoies tous tes métaux lourds, tu as 16% du résultat. Tu règles toutes tes carences, tu as 16% du résultat. Tu gères à 100% ton stress, pardon, c'est 100% du résultat. En réalité, c'est-à-dire que c'est très dur. Donc, ça demande de l'accompagnement, de la patience. Mais en même temps, en général, au bout d'un an, la plupart des personnes que j'accompagne en fibro, donc avec une détox métaux lourds, entre autres, retrouvent vraiment des conditions de vie qui sont normales. Alors, je dis pas sortir, parce que sortir, ça demande vraiment de la patience, d'ancrer des habitudes. Et donc, des fois, c'est totalement possible de normal, et des fois, ben, ça va être juste, quand je dis juste, ça va revenir à un état vivable. Mais ça demande une patience et un accompagnement psychologique, des gens qui sont en plainte pour tout, en inquiétude pour tout, parce qu'ils ont fait des expériences qui ont empiré les choses. Donc voilà, ça c'est mon côté passionnant des métaux lourds. Donc voilà, ben, je suis devenu, voilà, en général, tu vois le docteur Diozède, le docteur Bellepomme, le docteur comment s'appelle, Elisabeth Milberg, parce que tu explores Lyme. Tu peux avoir contacté Donatini. Alors c'est assez amusant. Alors si tu as été directement en métaux lourds, tu peux avoir rencontré Taillefer sur Paris. Donc c'est assez amusant parce que c'est une petite famille. Et voilà, en général, je suis le premier naturopathe. L'avantage de la naturopathie par rapport à la médecine, c'est que la médecine est orientée résultat, alors que la naturopathie vise le résultat, mais en mettant en place ce qu'il faut. C'est-à-dire que les médecins vont chercher le truc qui guérit, alors qu'en naturopathie, on cherche plutôt le truc qui fait que ça marche pas. On part du principe, normalement, le corps devrait marcher. Normalement, mon corps devrait éliminer les métaux lourds. Il est capable d'éliminer les métaux lourds, mais à condition que j'ai suffisamment de fibres, que je mange suffisamment de soufre, suffisamment de choses pour soutenir mon foie. C'est-à-dire que si, par l'alimentation, je soutenais mon corps, je n'aurais pas accumulé de métaux lourds. Mais je le savais pas. Donc, je mangeais le bien comme tout le monde, c'est-à-dire catastrophique. J'avais des problèmes digestifs et donc, mon corps a accumulé les métaux lourds petit à petit. Alors, ça, c'est la première chose. Donc, c'est devenu ma spécialité. Et justement, Stéphane, avant qu'on passe à la suite, moi, ce qui m'intéresse énormément aussi dans les métaux lourds, c'est de dire, à un moment, tu disais, on me l'a pas forcément appris, j'ai dû le découvrir par moi-même, tu as cherché dans des études, tu as étudié des témoignages, etc. Aujourd'hui, la place de l'accompagnement des métaux lourds dans une naturopathie moderne. Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui dit, je veux accompagner quelqu'un pour sa santé? Nous, on parle de la pleine expression de la santé, plutôt que de dire traiter la maladie, c'est pas notre travail. Nous, on vise la pleine expression de la santé qui fait partie des choses qui, naturellement, éliminent les métaux lourds et autres. Quelqu'un qui veut s'intéresser là en 2021 à la pleine expression de la santé, quelle place ça a justement la capacité à accompagner? Je dirais qu'elle est quasiment indispensable. C'est bien simple. Aujourd'hui, toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont contaminées par les métaux lourds. La question, c'est est-ce que ça a été impactant ou pas? Est-ce que leur corps peut déjà gérer ou il ne peut plus gérer? Enfin, est-ce qu'il peut encore gérer ou est-ce qu'il ne peut plus gérer? Donc, il y a des gens qui pourront gérer toute leur vie. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Un bébé naît, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Un bébé naît, il a 192 substances toxiques dans le sang. Alors, ça va être beaucoup si sa maman est parisienne et des traces si sa maman, elle vit en Corrèze et qu'elle mange entièrement bio et qu'elle fait attention à juste, tu vois, la bonne odeur du meuble Ikea, enfin même du meuble Ikea, n'importe quel meuble neuf, ce sont des composés organiques volatiles qui sont toxiques. Donc aujourd'hui, c'est juste indispensable. Et c'est ça, je dirais, c'est une chose qui me rend triste. Alors j'ai fait quelques formations, mais qui ont plutôt touché des dentistes. Et là, je suis en train de préparer un livre sur le sujet. Donc ce sera mon 10e livre. Et ce qui m'embête, c'est que la naturopathie, c'est pas formé, on me l'a pas appris. Et toutes les personnes de toutes les écoles dans lesquelles j'étais ne savent pas le faire. C'est-à-dire qu'ils ont des principes généraux et ils peuvent même avoir
des non-sens. C'est-à-dire que, par exemple, en naturopathie, on m'a dit, quand tu fais la cure détox, si tu as des symptômes qui reviennent, c'est bon signe. C'est tout à fait vrai, sauf si tu es en train de traiter les métaux lourds, parce que tu as trop de métaux. Parce que, par exemple, souvent en naturopathie, on va dire, vas-y, fais un jeûne pour accélérer. Si tu es pourri de métaux lourds, bah, bien souvent, c'est un des cas où tu te retrouves au ras des pâquerettes. Alors, j'ai fait l'expérience. Il y a quelqu'un qui dit, un expert, c'est quelqu'un qui a fait toutes les erreurs possibles dans un domaine bien particulier. Donc, je suis expert en métaux lourds. Donc, j'ai fait une semaine de en une semaine, j'ai pris, je pense, 40 ans. Alors, heureusement, j'étais assez résilient. J'aurais pu ne pas être résilient. J'aurais pu vraiment me foutre la vie en l'air. C'est-à-dire rester complètement zombie parce que j'ai jeûné. Maintenant, je sais l'utiliser. C'est-à-dire que je peux utiliser le jeûne à une certaine limite pour accélérer la détox si la personne est bien avec le jeûne, mais pas trop au point d'empoisonner la personne. Et moi, j'avais été jusqu'à l'empoisonnement. Donc, c'est apprendre à bien gérer. C'est-à-dire que des règles de naturopathie générale doivent être adaptées par rapport aux métaux lourds. Mais une fois qu'on connaît ces spécificités des métaux lourds, on peut faire vraiment un accompagnement de qualité. Et moi, c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est que les gens qui ont des accidents, avant les accidents, c'était je suis très très mal. Maintenant, c'est j'ai commencé à avoir une petite migraine. Hop, je suis revenu en arrière. Hop, en une semaine, c'est parti. Ensuite, la personne a échangé avec le mail pour trouver le bon dosage. Je lui donne les recommandations et hop, ça avance. Donc, j'ai plus de gros accidents. Voilà, parce que je sais comment se comportent les métaux lourds par rapport aux autres toxines. Donc, le problème, c'est qu'il y a des naturopathes qui disent « Vous êtes mal, bah, continuez, vous inquiétez pas, c'est bon signe. » Exactement. Le problème, en fait, c'est que, je sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais on est face à un métier qui est enseigné de la même manière depuis les années 80 et même avant. Et c'est vrai que me disait, par exemple, Danielle Boussard, une des principales formatrices de l'école, qui a été formée par Marchesso et qui ensuite est devenue health-practiqueur en Allemagne. Et elle me disait, à l'époque, on apprenait. Alors, à l'époque, c'était Alain Rousseau, Marchesso et compagnie qui donnaient cours, hein. Les Robert Masson quand ça commençait, enfin, vraiment, les vieux de la vieille, hein. Et elle me disait, mais en fait, ce qu'on nous enseignait, c'était d'accompagner des cas qui étaient très superficiels par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont des maladies, notamment lésionnelles. Quand tu tapes une fibromyalgie ou que tu tapes une maladie dégénérative, neurodégénérative, etc., et que quelque part, il y a un paramètre métaux lourd, tu peux pas comparer ça avec quelqu'un qui fait un eczéma, quelqu'un qui a un petit peu d'arthrite ou quelqu'un qui a des troubles digestifs comme on le rencontrait davantage à l'époque. Aujourd'hui, on a des gens qui sont hyper stressés, hyper sollicités, avec un système neurovégétatif qui est quand même qui a plus de difficultés à s'exprimer du fait d'être très porté sur le mental et que finalement le système nerveux est très très orienté dans le cerveau parce qu'on mouline très très fort. Notre système neurovégétatif a plus de mal et malheureusement en fait on enseigne toujours ces méthodes-là sans forcément mettre à jour aujourd'hui. Et à mon sens, il y a parfois, comme tu le dis très bien, il peut y avoir même des dégâts parce qu'on a une forme de dogmatisme que si je mange que du cru, je vais me détoxifier. Si je mange que des végétaux, je vais me détoxifier. Si je fais ça, c'est forcément bon. Et donc, le fait de passer par des phases où je suis mal, c'est le processus, c'est normal. Or, bien souvent, quand ton corps commence à décliner au point, comme tu le dis, que tu prends des années d'un coup, moi je l'ai bien vu, j'ai eu un mode de vie antiphysiologique pendant des années. Tout le monde pensait que j'avais 35 ans quand j'en avais 20 et quelques. C'est pas normal. Ben là, tu te rends compte que ce n'est pas normal. Tu regardes ton corps et tu regardes la réalité des faits, tu dis non, c'est pas OK. Et après, quand tu commences à travailler, par contre, et que tu vois que ça revient à l'envers, tu te dis bien, c'est bien qu'il y avait un problème. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre auprès de gens, comme tu le dis très bien, qui sont experts. Pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il sait, qui sait ce qu'il sait pas, mais qui sait où trouver et auprès de qui trouver ce qu'il ne sait pas. Et quand tu dis, il faut être passé par toutes les erreurs de la Terre, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que j'hésite pas non plus à dire par toutes les conneries que j'ai pu faire par le passé en termes de santé, de croyances, etc. Parce que apprendre auprès d'experts, ça permet de gagner du temps. Ça permet pas en fait de s'épargner des erreurs. On les fera certainement parce qu'on a besoin aussi de prendre un peu de manger du gravier, du processus pédagogique, tout à fait. Bien sûr. Mais par contre, apprendre auprès d'experts, ça permet de gagner du temps. Et quand on voit un Stéphane Tétart qui est déjà passé partout, qui en quelques jours peut transmettre cette méthodologie et que nous, on peut être fonctionnel derrière, ben, je pense que si on apprend tout comme ça, on va très très vite et on passe pas une vie à faire des erreurs, une vie à accompagner avec des manières d'il y a 30 ans ou 40 ans. Au contraire, on gagne du temps.
Et on est Tout à fait. efficace. Et il y a une petite chose qui est subtile. Si tu dis, moi j'ai fait toutes les erreurs possibles et à 20 ans, je suis en passé 35. Tu vois, et moi je parlais de mon expérience et je disais à 35 ans, vraiment ça commençait à s'écrouler. C'est ce qui est arrivé, c'est que l'époque de Marchesso était encore, c'est une époque où il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient beaucoup plus résistants. C'est bête, mais la courbe de mortalité infantile a baissé avec l'après-guerre. Elle avait commencé avant, mais l'après-guerre, ça a été vraiment le baby-boom, mais où avec vraiment, on a focalisé sur la mortalité infantile. Ce qui est génial, ce qui fait que aussi, il y a des personnes qui étaient avant, il y avait une sorte d'écrémage, c'est-à-dire que au début du siècle dernier, donc avant les deux guerres, une maman avait 8 enfants et alors, il y en avait 4 qui arrivaient à l'âge adulte. À cette époque-là, donc il y avait un écrémage. Qu'est-ce qu'il fait? C'était que des gens qui étaient très très solides. Et d'ailleurs, je me rappelle de personnes âgées. Moi, j'étais enfant et j'étais fasciné. Tu voyais les oreilles, mais c'était du cartilage bien solide, bien consistant. Tu savais que c'était de la bonne matière. C'était des résistants. Donc, c'était à la fois des gens qui étaient très résistants et à la fois des gens qui n'avaient pas subi, alors ils avaient subi une certaine de traumatisme, notamment à la fin, et puis un stress hyper intense par la guerre. Et en même temps, et voilà, ils étaient assez solides, mais ils n'étaient pas empoisonnés. Et nous, on a été empoisonnés, c'est-à-dire que on a vécu le boom des produits chimiques qui permettent des choses extraordinaires, comme faire qu'un hamburger peut se conserver dans un distributeur pendant une semaine. Donc, tu vois, le hamburger, déjà, c'est pas génial, mais la conservation. Donc, on s'avale des toxines, des produits dont on n'avait pas idée. Tu vois, on trouvait que l'amiante, c'était génial. Moi, je me rappelle que ma mère, elle aurait bien aimé pouvoir se faire un tour en amiante parce que c'était super qualitatif, parce que ça avait à la fois l'isolation et à la fois c'était étanche, c'était génial. Alors, les expériences qu'on a fait dans l'alimentation, ce qui fait que petit à petit, on est des personnes qui sont, on n'est pas tous des super solides, mais en plus, on est tous des empoisonnés. Et en plus, on rajoute une dernière chose à la cathédrale, c'est que il y a un stress intense, c'est-à-dire qu'on a une période où notre cerveau n'a jamais été aussi intensément sollicité. Le passage aux 35 heures a été hyper impactant. Et la France est l'un des rares pays à avoir augmenté sa productivité en passant en 35 heures. Ça veut dire qu'en 35 heures, je faisais ce que je faisais avant en 40 heures, cool, en comptant les pauses café, les trucs comme ça. Donc, en réalité, on a mis de la pression supplémentaire. Et puis ensuite, quand on a lâché les 35 heures, on s'est remis à faire ça sur 39 heures. Donc, puis tu as ça, mais tu as l'hypersollicitation, tu vois les actualités, les médias qui sont hyper stressants. Donc, les médias, juste notre téléphone, ok, c'est kiffant de savoir qu'on a été liké, mais en même temps, ça nous met dans une hyper-vigilance mentale en permanence. Notre cerveau ne refroidit jamais. Donc, ça fait beaucoup de choses qui fait que la génération actuelle, on doit... avant, on pouvait débourrer sérieusement. Au contraire, aujourd'hui, on doit vraiment prendre soin. Moi, il y a beaucoup de personnes, je vois qu'elles se battent contre leur corps. Et mon premier boulot, c'est de les amener à prendre soin avec amour de leur corps. Parce que c'est juste parce qu'on cherche à avoir les performances qu'on n'a pas. C'est-à-dire que un homme de 50 ans, d'avoir les performances d'un homme de 30 ans, c'est pas possible, mais beaucoup d'hommes essayent. Les femmes, c'est la même chose, elles essayent d'être aussi performantes dans certaines tâches d'hommes qui demandent la concentration de l'activité. Alors, elles sont capables de le faire, mais c'est épuisant pour elles. Et en plus, c'est surtout, pour les femmes, je les admire, parce qu'en général, elles sont aussi performantes et impliquées que les hommes au boulot, voire même en général, elles doivent faire un peu plus pour prouver qu'elles sont égales, ce qui est un contresens, pouvoir faire plus pour prouver qu'on est égal. Et de l'autre côté, elles arrivent à la maison et c'est elles qui vont plus s'occuper de la famille que le mari. Donc, effectivement, c'est souvent les femmes qui sont un peu plus candidates au burn-out. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc, aujourd'hui, on est dans une époque où on demande la performance, mais on n'a pas la culture performance. C'est-à-dire que, alors moi je le vois, et justement c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'après, quand j'ai commencé au début, tu vois, j'avais mes allocations, c'est génial, le temps que je sois étudiant, à chaque fois que j'avais un client, j'étais bien content et tout, ça faisait un peu d'argent. Et puis je suis arrivé à la fin des allocations, donc je me suis dit, oula, il va falloir que je commence à travailler. Donc je faisais un travail alimentaire qui était bien moins payé que le travail de journaliste, donc il me manquait de l'argent. Je faisais mon travail de naturopathe, donc la promotion et mes consultations, et je faisais un deuxième travail alimentaire le week-end.
Donc, vraiment, j'avais besoin de ça pour pouvoir finir mes mois correctement. Donc, en réalité, je faisais des semaines de 60 heures. Donc là, j'ai commencé à découvrir à quel point les plantes, alors à la fois les nutriments, donc les vitamines, les minéraux, le magnésium, les vitamines B notamment, et les plantes adaptogènes en particulier, me permettaient d'être à la fois performant et de ne pas en payer le prix. Alors, il y avait encore quelques réglages à faire que j'ai appris avec le temps, mais j'avoue que j'avais un très haut niveau d'activité et que ça me permettait de ne pas m'écrouler grâce aux plantes. Ensuite, je me suis aperçu que je faisais certaines erreurs. C'est-à-dire que pour être performant, quand j'accompagne des gens qui sont sportifs de très haut niveau, eh bien, je m'aperçois qu'il y a une séance qui ne rate jamais. C'est le repos. Parce qu'en réalité, le sport, en réalité, le sport ou l'effort va te détruire, va t'abîmer. Mais comme le corps est intelligent, quand quelque chose est détruit ou abîmé, il va le reconstruire plus solide. Comme un os cassé va être plus solide à l'endroit de la cassure. Si tu déchires des fibres, tu vas faire plus de fibres plus solides. Mais pour que ça se fasse, il faut que tu te reposes. Et aujourd'hui, on a un fantasme parce que c'est un fantasme de la performance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent être performants sans se reposer. Donc, si tu es jeune, tu as une marge de manœuvre un peu supérieure, tu vois, mais un peu supérieure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne des gens qui ont effectivement 20, 22 ans dans ces eaux-là, tu vois. Donc, des gens qui ont déjà grillé leur capacité de régénération tellement ils vivent intensément, sachant que le stress te fait baisser ta capacité de régénération. Alors, avant d'en arriver à cette dernière conclusion, qu'est-ce que j'ai fait après la naturopathie? J'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qu'on m'avait pas enseignées, comme par exemple la nutrithérapie, qui est la vision médicale de dire les vitamines et minéraux sont hyper impactants. Donc, avoir des carences, c'est un problème, mais tu peux les utiliser à des doses au-delà des doses de recommandation pour avoir des résultats positifs et notables. Et donc, j'ai commencé à rajouter donc la nutrithérapie dans mon arsenal. Là, j'avais été formé par Jean-Paul Curtet, qui est un peu le pape de la nutrithérapie en France, qui est un Français, un étudiant français qui avait des problèmes de stress, de fatigue, différents problèmes nerveux. Et le jour où il fait son stage en Angleterre, il découvre un médicament extraordinaire qui guérit tous ses symptômes, qui s'appelle le magnésium. C'est-à-dire que ces 5 ans d'études qu'il avait fait, personne ne lui a dit « Ah, mais ce que tu as, c'est du manque de magnésium. » Donc, il n'avait pas de pathologie. Il n'a pas de pathologie. Juste, sa biologie particulière fait qu'il surconsomme du magnésium. Donc, c'est comme ça qu'il a découvert qu'un apport suffisant par rapport à ses besoins. Et aujourd'hui, moi, je fais très souvent un test où je recommande à mes clients de tester triple dose, double dose ou simple dose. Et la plupart du temps, c'est la double dose qui est la bonne dose. Donc, c'est pas 100% des besoins quotidiens, c'est 200% des besoins quotidiens qui est OK. Et il y a des personnes qui ont besoin de 3 fois les besoins quotidiens, notamment en période d'activité. Donc, c'est d'aider les personnes à trouver la bonne dose. Donc, ça, j'ai vu à quel point les nutriments, c'est vraiment le bon carburant dans la poche qui me permet de fonctionner. Si je les ai pas, eh ben, mon cerveau, il va fonctionner avec moins de magnésium, moins de vitamine B, moins de tout ça. Et donc, il va moins fonctionner. Et notamment, mon cerveau, il va moins bien gérer le stress, il va moins mémoriser, il va être moins vif, il va s'économiser. Donc, je peux être à mon plein potentiel si je donne les bons nutriments. Tu vois, c'est comme ta voiture. Si tu prends les 24 heures du Mans telle qu'elle est, tu vas la flinguer. Tu mets des composants spéciales course, eh bien, tu vas finir les 24 heures du Mans et en plus, tu pourras continuer à rouler avec. Donc, c'est cette idée-là. Alors, donc, il y a les plantes qui sont vraiment très puissantes. Hein. Entre-temps, je me suis formé à l'Ayurveda aussi. J'ai pas résisté. J'ai fait une formation de base d'1 an à l'Ayurveda. Parce que et je prévois de faire une formation spéciale sur les plantes de l'Ayurveda, parce que les plantes de l'Ayurveda sont incroyablement puissantes et ils ont une vision qui est très intelligente, qui prend les côtés médicaux, c'est-à-dire telle plante va augmenter l'énergie, mais une dimension énergétique et qui est impactante. Je me suis aperçu de ça. J'avais pris une plante qui m'aidait à mieux dormir, donc c'était sa propriété médicinale, démontrée par la science. Mais par contre, elle ne me correspondait pas énergétiquement d'après l'Ayurveda. Pendant 2 mois, ça se passe bien. Et au bout de 2 mois, eh bien, je commence à avoir de nouveau des problèmes de sommeil. Légèrement différents, mais de nouveau des problèmes de sommeil. Eh bien, en réalité, c'est qu'en 2 mois, ça m'avait fait un dérèglement énergétique
qui est bien pris en compte par l'Ayurveda, mais pas par la médecine conventionnelle. Donc, il y a encore la médecine, il y a encore beaucoup de questions. Hein. C'est fantastique ce qu'on a découvert, mais ce qu'on a découvert à découvrir encore, ça va nous occuper un bon siècle, hein, je pense au moins. Alors, c'est justement, c'est assez amusant. C'est là que j'ai commencé à rechercher et de voir qu'il y avait des gens qui avaient des réponses, qui cherchaient des réponses alternatives. Mais c'était assez amusant, c'est de voir que, par exemple, tu prends Thierry Casanova. Donc lui, c'est presque la naturo pure et dure. Mais c'est une démarche qui est intéressante jusqu'à un certain point. Le côté détox, par exemple, est très puissant. Sur la santé, ça ne correspond ce qu'il recommande, mais en tout cas au début, il ne prenait pas en compte ce qu'on prend dans toutes les médecines naturelles, c'est qu'on n'est pas pareil. C'est qu'il y a des tempéraments, des biologies, des équilibres, des doshas pour l'Ayurveda, et qu'on n'est pas pareil. Donc, en gros, maintenant, je m'aperçois que dans des journées, je peux dire une chose et presque son contraire en conseil alimentaire, parce qu'il y a quelqu'un qui vraiment, pour qui les protéines, enfin, un apport léger de protéines, c'est pas nécessaire parce que lui, il a un très bon recyclage. Et d'autres personnes vont être carencées en protéines, facilement carencées en protéines parce que, par exemple, comme moi, c'est ma biologie, je suis très gourmand en protéines, c'est-à-dire que je recycle mal les protéines. Donc, je peux faire vraiment le régime végétarien pur et dur qui fonctionne parfaitement chez certaines personnes. Mais pour moi, tout de suite, au bout de 2 mois, j'ai l'énergie qui se tasse. Si j'ai un apport de protéines qui soit végétal ou animal, eh bien, je fonctionne bien. Donc, c'est vraiment d'apprendre à ajuster. Mais ce que j'aimais dans Thierry Casanova ou, par exemple, enfin, des personnes aux États-Unis qui font des recherches, c'est qu'il y a des personnes qui se posent la question, et si ça pouvait être bon pour moi? Et alors, en France, nous, on appelle ça... on dit ça pas non, mais aux États-Unis, ça s'appelle le biohacking. Comment je peux hacker le vivant? Alors, c'est pas hacker, pirater, mettre des hormones ou des chromosomes. Alors, il y en a certains qui pensent à ça, mais en réalité, c'est plutôt comment faire en sorte que mon corps, mon véhicule fonctionne bien. Et donc, on retombe sur quoi? Bien manger, bien bouger, bien penser et bien gérer les émotions. C'est une dimension qui est très, très importante aujourd'hui. Et ensuite, il y a des substances qui vont aider. Mais c'est toute cette gamme. Là, moi, je viens de finir un bouquin, même pas sur le biohacking en général, sur le biohacking juste du cerveau, qu'on appelle le neurohacking, le hacking des neurones. Je me permets de te le présenter parce que vraiment, j'en suis tout. Bien sûr. Je l'ai beaucoup aimé, donc tu peux y aller. En réalité, c'est tous les trucs qui aident le cerveau à fonctionner. Et soyons francs, un tiers, c'est de la naturopathie, mais vraiment poussée à bout. Alors, quand j'ai poussé à bout, c'est pas des dogmes comme on parlait avant, où il y avait certaines écoles, tu vois, enfin certaines des écoles à l'ancienne étaient un peu dogmatiques. Là, l'idée, c'est de dire voici la règle. Vous êtes une personne unique. Est-ce que cette règle vous correspond ou pas? Voici comment vérifier si cette règle est OK pour vous ou pas. Et donc c'est un tiers, je dirais presque, c'est la naturopathie hardcore. Un tiers, c'est du spécial cerveau. Enfin, les astuces vraiment spécifiques au cerveau. Et puis, il y a encore un tiers qui sont des substances, voilà, des substances. Là, tu vois, par exemple, c'est une plante. Et puis, tout de suite après, je vais avoir une molécule. En disant, c'est vraiment incroyable. Alors, je me suis amusé à les tester. Alors, c'est surtout intéressant parce que moi, j'arrive à la cinquantaine et vers la cinquantaine, tu commences à sentir le poids de tes habitudes, hein, si tes habitudes sont bonnes ou pas. Donc, je vois ce que m'apportent mes bonnes habitudes et ça me permet déjà d'être dans la bonne moyenne. Et en même temps, je vois que lorsque je fais des choses supplémentaires, ça me permet d'être encore mieux moi, c'est-à-dire d'être vraiment dans mon plein potentiel, sachant que je choisis des choses qui me permettent d'être mieux moi, pas pour muser et vieillir plus vite, mais parce que si j'ai plus d'énergie, mon corps a plus d'énergie, donc ma régénération a plus d'énergie aussi. Donc je rentre dans un cercle vicieux. Non, j'évite justement un cercle vicieux où j'évite d'aller de plus en plus mal. Plus je vais bien, plus mon corps se régénère, plus c'est facile pour moi d'aller bien. Donc ça ralentit vraiment le vieillissement. Donc, c'est vraiment des choses auxquelles il faut être très attentif. Et donc, le biohacking, c'est aussi un sujet qui m'intéresse. Donc, j'ai regardé ce qui se fait aux États-Unis. Alors, bien sûr, tu as toujours le dogmatique, c'est-à-dire celui qui dit « mes lunettes, c'est les meilleures ». Mais moi, je préfère être pragmatique, c'est-à-dire « voici ce qui existe comme outil,
quels sont vos problèmes, quelles sont les sources de problèmes, les explications, et comment on peut le vérifier si pour vous, ça va améliorer ou pas. Donc là, je suis en train de formaliser un système. D'ailleurs, j'aurai probablement l'occasion de partager dans ton école, qui est ce que j'appelle le biohacking intelligent, c'est-à-dire toutes les astuces qui peuvent me permettre d'optimiser ma santé. Et dis-toi bien, je dirais un bon tiers, voire 40%, c'est juste de la naturopathie, on va dire même 50%, c'est de la naturopathie, mais poussée à, si je veux le maximum de résultats, il faut que je sois le plus strict possible. C'est la méthode des 80-20. C'est-à-dire que je fais 20% des conseils de naturopathie, enfin les gros principes de base, et bien souvent, la plupart des personnes disent « Waouh, je vais nettement mieux ». Mais si j'ai cette envie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et qui n'est pas nécessaire pour tout le monde, j'ai envie de goûter ce 100% de moi-même, eh bien, effectivement, il faut faire 80% d'efforts en plus pour grappiller. C'est la différence entre les champions et monsieur et madame tout le monde. Il y a des gens qui sont très bien dans les bonnes habitudes de monsieur et madame tout le monde et c'est super. On n'a pas tous le goût d'être performeur. Et il y a des gens qui ont un goût d'être performeur. C'est assez masculin, mais on trouve aussi des femmes qui sont comme ça et qui leur permet de donner leur plein potentiel. Et par contre, moi, ce que j'adore quand le truc le plus puissant que je leur apprends, c'est en général de se reposer. Quand ils découvrent à quel point, quand ils prennent l'habitude de se reposer, leur énergie après la zone de repos, elle devient supérieure, elle est plus fluide. Quand ils comprennent l'intérêt de vraiment ces cycles de repos dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, permet de vraiment leur donner leur plein potentiel. Parce que ce qui est valable pour les muscles est aussi valable pour le cerveau. Si tu te reposes, voilà, par exemple, un étudiant qui ne dort pas la nuit pour apprendre quelque chose va retenir moins qu'un étudiant qui apprend moins mais qui dort bien. Donc, c'est toutes ces règles-là qu'on nous apprend pas, qui sont des règles qui devraient être des règles de bon sens, qui devraient être des règles que tout le monde connaît, que tout le monde pratique. Et donc, j'aide des gens qui aide à la performance, mais souvent, ma performance, c'est aider la personne à avoir des bonnes habitudes de vie, des trucs pour booster la performance, mais le truc indispensable et inévitable, parce que sinon on plafonne, c'est de gérer le repos. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas se reposer, ce qui fait qu'on va tous au burn-out. Alors, il y a des gens qui gèrent plus ou moins, donc il y a des gens qui, comme moi, restent assez longtemps au burn-out, c'est-à-dire qu'ils sont moins performants, et dès qu'il y a une petite vague d'énergie en plus, hop, ils grillent tout pour se retrouver à peine performant. Alors que si tu sais gérer ton repos, tu deviens plus productif. Moi, je le vois, des fois, je m'arrête de faire quelque chose parce que je sens que je suis fatigué, je reprends le lendemain matin, et un truc qui m'aurait pris 2 heures en mode fatigue parce que j'ai décidé ce soir de terminer mon bilan, alors que le lendemain, une demi-heure, tac, 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 c'est fait, dans la bonne humeur. Donc, c'est vraiment cette dimension-là, c'est génial, c'est que les gens apprennent à ce qui est OK pour eux, et apprennent à se reconnecter à eux-mêmes. C'est-à-dire que le biohacking, c'est les expériences pour booster mes performances, mais c'est aussi apprendre, et c'est indispensable, à me connecter à moi-même. Je ne peux pas bien conduire une voiture si j'ai pas d'indicateur de vitesse, d'indicateur de compte-tour, ou quand l'eau chauffe trop. Donc, c'est vraiment le biohacking, c'est tout ça. Donc, il y a des trucs très geeks, j'adore, mais en même temps, ma base, c'est bien simple. Dès que je quitte les principes de base, forcément, le reste s'écroule. Donc, je peux prendre les trucs les plus performants. Si je fais pas déjà les 20%, les indispensables, la base, eh bien, les 80% que je rajoute sont sur une base qui est pas solide et ça ne donne rien. Donc, quand tu sais le faire d'une façon intelligente, c'est pour ça que moi, je vise le biohacking intelligent, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher à booster quelque chose je vais pas mettre un turbo sur une voiture qui est mal entretenue. Je vais d'abord bien entretenir la naturo, et ça, c'est le large spectre de la naturo qu'elle connaît depuis 2000 ans. Et ensuite, en la rendant spécifique à notre époque, c'est-à-dire à des gens qui ont une biologie souvent plus faible et qui sont souvent plus atteints, comme tu disais, des pathologies qui sont plus profondes. Et ensuite, apprendre à se reconnecter à soi, à réactiver les capteurs, les voyants rouges. Moi, ce que je dis, c'est les personnes que j'accompagne, je les aide à trouver le voyant rouge. Et en fonction de ça, de savoir réagir quand ce que j'ai comme capacité d'agir et comme capacité de repos. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à 50 ans,
Mon potentiel est moins qu'à 35 ans. Sauf qu'aujourd'hui, je dispose de 100% de mon potentiel. Alors qu'à 35 ans, j'étais capable d'aller à 130% de mon potentiel. Et quand j'étais à 130% de mon potentiel, un jour, eh bien, j'avais une semaine où j'étais à 60%, voire à la fin 30% de mon potentiel. Donc, aujourd'hui, je suis un constant 100. Voilà, je suis au maximum. Quand c'est le temps de me reposer, ben, je me repose. Mais ce qui fait que quand je repars, je suis en mode activité, toujours dans mon plein potentiel, au lieu d'être en surchauffe. Donc, effectivement, c'est génial quand tu es en surchauffe. Enfin, j'aimais ça, cette intensité de l'action. On aime tous l'intensité, l'impression d'avoir vraiment top performé, d'avoir été au-delà de ses limites, etc. Il y a un côté très kiffant là-dedans. Et justement, j'avais envie de rebondir, Stéphane, parce que souvent, ça on a l'impression là, parce qu'on parle de naturopathie, que ça s'adresse vraiment à quelqu'un d'un point de vue santé, performance physique, mais on imagine le sport. Mais je pense à tous les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs aujourd'hui qui essayent de performer, tous les gens qui essayent de s'épanouir dans une passion, tous les gens qui essayent dans le sport, dans plein de choses en fait, qui sont dans des phases de transition de leur vie compliquées, finalement apprendre ces bases, apprendre à se reconnecter au ressenti subtil, en fait, Oui. à presque à l'imperceptible de notre corps, s'y reconnecter pour savoir exactement jauger où est-ce qu'on en est, et ensuite disposer de substances, de plantes, de tout un tas de choses, d'oligo-éléments, de minéraux qui vont nous permettre de maximiser en fait notre potentiel, enfin en tout cas notre performance pour atteindre ce potentiel qu'on a à l'instant T dans notre vie. Je pense que ça s'adresse, c'est bien plus large finalement que le domaine de la santé, et c'est pourquoi on avait évoqué ensemble de monter un séminaire spécifique sur le biohacking, qui puisse être justement ouvert à des personnes qui sont pas issues de la naturopathie ou qui sont pas forcément issues que du sport, etc., mais d'aller au-delà, puisque toute personne peut avoir envie d'optimiser ses performances. Si tu es à ton optimum, tu peux donner le meilleur de toi-même au monde qui t'entoure. Et c'est bien ça. Moi, je le vois, et peut-être ça t'arrive, quand tu n'es pas au top, eh ben, par exemple, t'es pas aussi bien que tu voudrais avec ta famille, t'es pas aussi bien que tu voudrais dans ton entreprise, t'es même un peu plus irritable que la moyenne, donc tu vois, tu es moins positif, tu es moins contributeur, alors que quand tu es au top de ton énergie, eh bien, tu fais ce qui t'intéresse ou ce qui te passionne, ben, tu peux y mettre ton énergie. Quand tu es avec ta famille, tu es vraiment présent. Comme tu es bien dans ta peau, tu es positif, donc tu as plutôt envie de contribuer que de te plaindre à putain, ce gouvernement de... Tu vois, quand on est à 100%, quand on est à son plein potentiel, je dirais pas à 100%, on n'est pas obligé d'être au top du top, au taquet. Mais quand on est plus proche de son plein potentiel, on est rayonnant, on est utile à la société, on contribue au bien-être de tous les gens qui nous entourent. Quand on est en souffrance, eh bien en général, on est un poids pour la société et en général, on met plutôt du négatif dans la machine qu'autre chose. Et je suis effaré de voir beaucoup de personnes qui sont enfoncées dans la souffrance parce qu'ils sont plus dans ce qu'ils doivent faire que ce qu'ils veulent faire. C'est vrai que quand tu as l'énergie, tu peux dire, tu te sens prêt à faire un challenge pour toi, alors quand tu n'as pas d'énergie, tu dis, bon, moi, on m'a dit que ce boulot-là, c'était sûr. Voilà, j'ai fait, je crois, j'ai dû mettre 1 an et demi avant de m'apercevoir que faire un boulot sûr qui rassure, qui me donne de l'argent, c'était une très mauvaise idée pour moi. Que finalement, le confort, c'est une chose. Moi, souvent, j'explique aux gens, le confort, c'est une chose, l'épanouissement, c'est une autre. Très souvent, c'est en dehors de ta zone de confort que tu vas découvrir, expérimenter, te développer, évoluer. Et c'est cette sensation de progrès, d'évolution et de découverte du monde qui est épanouissante. J'imagine bien une personne qui, toute sa vie, dès qu'elle rentre, dès qu'elle a fini le boulot, elle fonce, elle fait que du Netflix, que des réseaux sociaux, que des trucs, pour bien rester dans le mood. Surtout bien oublier qu'il y a autre chose qui l'anime en elle. Elle fait ça toute sa vie, elle exécute un boulot bien comme celui qu'on lui a conseillé pour avoir un CDI, pour acheter sa maison à tel âge, pour attendre sa retraite, pour le machin, pour tout ça. Et à la fin, elle meurt en se disant, mais en fait, ma vie n'était pas spécialement fun. Si je devais la revivre, je la vivrais pas. Et souvent, une question que je pose aux personnes qui envisagent de se former dans l'école, parce que c'est un questionnement qu'on a très souvent. D'ailleurs, ceux qui sont pas au clair avec ça, je leur propose d'attendre pour s'inscrire et de ne pas s'inscrire, tout simplement, ou bien même on refuse le dossier. C'est qu'est-ce qui t'anime dans la vie, vraiment? Avant toute chose, qu'est-ce qui t'anime? Et pas quelle contrainte tu as par rapport à la vie que tu as déjà, qui te déplaît, et pour laquelle, au travers de laquelle tu voudrais filtrer
envisager d'aller vers quelque chose qui t'anime. Et tu disais, si on a de l'énergie, on peut s'intéresser à faire ce qu'on a envie, etc. Je trouve que parfois, tu vois, ça peut se faire en parallèle. On peut se dire, je vais me connecter à ce qui m'anime. Et en fait, à partir de là, je vais m'ouvrir aux opportunités qu'il y a dans ma vie pour justement aller retrouver de l'énergie et mettre en place les solutions, les modifications. Et trop souvent, on voit des gens qui sont enfermés dans des vies qu'ils détestent, qui y restent parce que dès qu'on envisage autre chose, on se dit ouais, mais je peux pas parce que j'habite ici. Ah, mais j'habite ici parce que je pourrais être dans une vie qui me plaît pas, donc peut-être que j'ai le droit de déménager. Oui, mais je peux pas parce que j'ai un travail le week-end. Oui, mais je peux pas parce que j'ai un travail jusqu'à telle heure. Mais je peux pas parce que je suis fatigué quand je rentre. Je peux pas parce que mon conjoint avec lui ça se passe mal. Alors dès que je fais autre chose chez moi, je m'engueule, etc. Mais en fait, quand je me connecte à ce qui m'anime et que je laisse la vie s'exprimer à travers moi et finalement m'amener des sortes d'opportunités, de solutions, il y a toujours des choses qui apparaissent tous les jours devant nous, un petit peu comme des petites miettes de pain du petit poussé qui nous dit c'est par là, vas-y, suis ton chemin. Mais en fait, si je m'autorise à me connecter à ça, je me détache aussi de toutes ces contraintes que je me mets sur le dos qui me fatiguent. Et ensuite, si en plus je dispose d'outils comme le biohacking, comme la naturopathie, comme la gestion des émotions, comme tout un tas d'outils qui sont disponibles actuellement, je libère mon potentiel et là, je peux mener une vie qui n'est pas celle que je déteste et qui me rebute au quotidien. Tout à l'heure, je disais, la santé dépend de ce que je mange, de ce que je bouge, de ce que je pense et ressens. Cette partie-là, elle est hyper importante. Alors moi, je ne le pensais pas, hein, comme tout le monde. C'est-à-dire que je me disais, c'est pas la peine de travailler sur moi, je suis relativement calme et cool. Alors, quand j'ai commencé, j'ai vu les casseroles qui me plombaient et qui m'empêchaient d'avancer. Et puis, j'ai commencé à voir aussi la lumière. C'est-à-dire que le travail personnel, c'est assez impatient parce qu'il y a un côté, il y a les casseroles, donc c'est pas la partie agréable, mais c'est la partie qui te limite. Mais il y a aussi l'autre côté qui est excitant, c'est la lumière, c'est-à-dire vers quoi je veux aller, qu'est-ce qui est vraiment inspirant. Tu vois, quand moi le journalisme, c'était ma curiosité naturelle et elle est toujours là. Mais la naturopathie, c'est quoi? C'est mon plaisir de partager mes connaissances et de contribuer au bien-être des gens. Pardon. J'adore moi quand cette sensation d'avoir pu contribuer au bien-être de quelqu'un. Donc en gros, j'ai ma boussole. Et il y a beaucoup de personnes qui avancent sans boussole, donc elles font du surplace. Et c'est ça. J'aime donner l'exemple de quelque part, on a tous une étoile polaire qui est ce qu'on vise dans l'idéal. Mais le problème, c'est qu'on passe notre vie à prendre notre boussole intérieure, la tourner à l'envers, de dire je peux pas parce que c'est pas ce que mes parents attendent de moi, je peux pas parce que c'est pas ce qu'on m'a dit à la télé, etc. Et que finalement c'est inconfortable parce que c'est inconnu. Il y a un côté, tu sais, quand tu vas te lancer, je sais pas si ça te l'a fait toi quand t'as signé dans la naturo, que t'as dit je lâche mon boulot, j'y vais. Moi, ça m'a fait un effet. J'ai eu plusieurs formations qui m'ont fait ça. À la fois une profonde excitation, une sorte d'euphorie de fou, de sentir qu'un truc se passait dans ma vie, et un effet vertige de waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que je quitte tout ce que tout le monde me disait qui était ce qui allait me rendre heureux. Ah oui, tout à fait. Mais moi, en réalité, c'est quand j'ai quitté le journalisme, pendant un an. Alors, je faisais déjà un travail personnel à côté parce que je sentais bien qu'il y avait un problème. Donc, j'ai essayé de comprendre ce que par l'alimentation, mais aussi la dimension émotionnelle. Et pendant un an, il y avait une partie de moi qui me disait que j'aimerais bien quitter ce boulot pour faire un boulot où je suis plus en accord, plus en contribution avec les gens. Mais pendant un an, j'étais persuadé que c'était juste impossible. Parce que c'est vrai que c'était un boulot qui était super bien payé, très valorisant, qui avait plein d'avantages, mais en même temps, là j'étais dans une boîte où en réalité, c'est même pas que je m'épanouissais pas, j'étais en train de couler, de plonger en dépression, et donc à un moment j'ai eu le déclic. Et là, ça s'est fait tout seul. Mais effectivement, hein, c'est un peu comme sauter du grand plongeon. Hein. Au début, tu as un petit cœur. Et en plus, c'est assez amusant parce que c'est ça. C'est une fois que tu l'as fait. Enfin, moi, en tout cas, à ce moment-là, j'ai une sensation de liberté, tu vois, de rentrer dans 100% de ce que j'aime, étudier un sujet qui me passionne, la santé, avec des gens qui se remettaient en cause, c'était extrêmement excitant. Mais effectivement, il fallait faire ce premier saut. Et je vais te faire une confidence. Moi, j'ai la chance de participer à un sommet qui s'appelle le Sommet de la Conscience, qui est un sommet en ligne et qui est un peu le best-of du développement personnel en français. Et donc, je vois des gens
qui sont vraiment, en termes de bien-être, d'équilibre, des gens qui sont vraiment inspirants. La plupart de ces gens, tu dis, waouh, j'ai envie d'avoir leur vie. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est assez amusant, c'est que la plupart des gens qui sont bien dans leur vie sont indirectement bien financièrement. Et c'est vraiment, c'est indirectement, c'est-à-dire que c'est d'abord bien et ensuite bien financièrement, parce qu'ils ont nettoyé les casseroles. Voilà. C'est d'abord je me connecte ici. D'abord je me connecte. Et après, finalement, l'argent est une énergie. Les gens souvent me disent, je vais d'abord trouver de l'argent pour me connecter à qui je suis et puis m'autoriser à être ce que je suis. Et comme tu le dis là, c'est très souvent l'inverse qui se provoque. Et d'ailleurs, quand on est tous passionnés et inspirés par des gens qui nous disent, j'arrivais de nulle part, j'avais un rêve, j'ai décidé de devenir champion de boxe. Et il y a des films par dizaines sur ces sujets-là. Et c'est ce qui nous inspire tous parce qu'on se dit, putain, on le sait au fond de nous que ça marche comme ça. Pourtant, on s'évertue à dire, je vais créer du confort autour de moi qui n'est ni plus ni moins qu'une espèce de forteresse qui prive notre lumière de rayonner en quelque sorte. Hein. Et en plus de ça, je vais d'abord faire beaucoup d'argent parce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour se sentir bien et être rayonnant comme ça. En réalité, on réfléchit comme nos parents. En réalité, ou comme nos grands-parents voulaient que nos parents réfléchissent. C'est-à-dire que nos grands-parents, eux, ils ont connu la guerre. Donc, eux, à leurs enfants, ils leur ont dit, si tu as à manger, tu es sûr, tu as un travail pour bien payer, si tu as déjà un travail sécuritaire, c'est super, et s'il est bien payé, c'est encore mieux. Et pour ça, sois prêt à tous les sacrifices. Et donc, c'est ce que c'est ce qu'ont transmis nos parents, nos grands-parents à nos parents à nous. Mais et puis la nouvelle génération commence à remettre en cause ça, c'est-à-dire que on s'aperçoit, et moi je m'aperçois, plus quelqu'un est dans qui le passionne, plus il est puissant et rayonnant. Et donc, moi, avec mes enfants, quand ils ont une réflexion, moi, je leur dis, explore, pose-toi la question. Est-ce que ça te fait vibrer ou pas? Moi, je veux pas savoir si c'est un truc où il y a vraiment qu'une personne sur 10 qui arrive à vivre. La question, c'est est-ce que tu vas être la personne suffisamment passionnée pour être la personne de référence que tout le monde va vouloir payer 3 fois plus cher que les autres? Exactement, c'est exactement ça. Et tu vois, souvent les élèves me disent, ouais, mais regarde dans la naturopathie, personne ne gagne sa vie. Regarde dans la naturopathie, ils savent pas trop communiquer, etc. C'est pas parce que d'autres ne le font pas, parce qu'aujourd'hui ils ont peut-être fait aussi des choix par peur. Hein. Bien de gens choisissent des écoles parce qu'on vise une reconnaissance en se disant, choisis celle-là parce qu'elle sera plus reconnue. Choisis celle-ci parce que ceci ou cela. Mais aujourd'hui, quand on choisit comme ça, on choisit ici. On choisit pas là. Et d'ailleurs, j'ai eu des personnes là qui m'ont témoigné, en fait, cette désinscrit d'école, soi-disant plus reconnue pour venir chez nous parce que ça les avait inspirés. Ils ont suivi leur voie. Pour autant, d'autres ne sont pas inspirés par cette vision de la naturopathie, vont aller dans une autre. Et c'est très, très bien comme ça. La première chose à faire, c'est suivez ce qui vous passionne et ensuite ça coule. Quand j'ai créé cette école, tout le monde m'a dit, sortir une grosse école en France, alors qu'il y a toutes les écoles de la FENA, qu'il y a le syndicat qui commence à prendre une grande ampleur, qu'il y a plein d'écoles même à l'étranger qui viennent proposer des formations en ligne, qui respectent pas les mêmes règles, ils ont le droit de faire des trucs que vous pouvez pas faire, etc. Franchement, mais moi j'ai dit, je le sens en moi. Ce qui m'anime, c'est transmettre, ce qui m'anime, c'est créer une nouvelle naturopathie, c'est changer ce paradigme. Et donc je sens en moi, c'est viscéral, je peux pas ne pas le faire. Donc je vais le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que malgré ici, ce que ça me disait, ouais, mais imagine que, j'ai suivi ce qu'il y avait là. La vie m'a envoyé toujours les bonnes personnes sur les bons sujets pour que tout se fasse à merveille. Et on a eu un succès lors du lancement de l'école qui était extraordinaire, même au-delà de mes espérances les plus folles. Ça veut bien dire quelque part que, pourtant on parle pas, et là je prends volontairement l'exemple de l'école, c'est pas pour raconter ma vie, c'est pour dire que on parle d'une école qui coûte quand même des milliers d'euros. Alors, c'est bien que c'est possible de faire la même chose pour une consultation de plusieurs dizaines d'euros. Une centaine d'euros. Tu vois, c'est bien que c'est transposable. Si on peut le faire pour des milliers et des milliers d'euros, c'est qu'on peut le faire de la même manière en étant connecté et inspiré. Et d'ailleurs, je vois certains de mes anciens élèves qui très rapidement, en fait, ont réussi à s'installer. Pourquoi? Parce que en permanence, on n'a nourri qu'une chose, leur passion, leur inspiration. On n'a pas nourri que du savoir, etc. C'était en plus la formation que je donnais était beaucoup plus courte que celle qu'on donne maintenant. Mais du coup, c'était très basé sur moi, mon rôle. J'ai du contenu, j'ai une trame de cours à vous donner, mais avant toute chose, je dois générer de l'inspiration. Et donc, j'ai décidé de créer une école où on allait justement inspirer. C'est pour ça que j'ai choisi Stéphane, c'est pour ça que j'ai choisi d'autres gens. Parce que c'est des gens qui ont du vécu et quand il en parle, Stéphane, je veux dire, faut être aveugle et sourd pour pas se rendre compte que ça le passionne et que ça l'anime.
Sauf que ça, c'est à la fois communicatif et surtout, ça permet un truc d'un point de vue neurosensoriel, c'est que lorsque je reçois une information de contenu, par exemple, il me parle des métaux lourds, il me parle de chlorella, il me parle du professeur, enfin du docteur Klinghardt, etc. À chaque fois que je reçois ces informations dans ma tête et que je les enregistre, j'enregistre au niveau neurosensoriel tout ce que mes sens me disent et mes émotions. Si quand il m'en parle, il est animé, inspiré, si quand il m'en parle, je me sens à l'aise, je me sens en confiance parce que son système nerveux me fait me calibrer et synchroniser sur lui, qu'est-ce que je vais enregistrer? Je vais enregistrer ces informations avec toutes ces données neurosensorielles. Et c'est complètement différent de recevoir un cours par Stéphane Tétart, par Renaud Richer, par Daniel Boussard, par Alfred Fénic, par tous les experts que j'ai choisis, que de recevoir un cours, par exemple. Parfois, ça arrive. On reçoit un cours par quelqu'un qui donne cours pour boucler les fins de mois. On reçoit un cours, pas toujours, mais ça arrive. On reçoit un cours par quelqu'un qui est diplômé depuis 2-3 ans, donc qui n'a pas autant cette expérience. Et c'est difficile de mimétiser face à ces personnes-là. Au contraire, il faut presque se détacher du langage non verbal et paraverbal de la personne pour vraiment se focuser sur le contenu. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée des grandes bibliothèques de savoir, mais par contre, en termes de savoir-être et de capacité à se professionnaliser, c'est parfois limité. Donc c'est passionnant tout ce que tu nous racontes, et moi, ça me donne encore plus envie et hâte de donner tous ces séminaires et d'organiser tout ça. Ce que j'aide, quand j'accompagne quelqu'un, mon objectif, c'est de l'aider à prendre soin de lui, de se comprendre et prendre soin de lui. Et c'est pour ça que vraiment je me réjouis à l'idée de partager mon savoir. Alors parce que sur le biohacking, donc ça c'est mes explorations et ça c'est de l'exploration permanente, mais aussi sur les métaux lourds parce que j'étais frustré, c'est-à-dire qu'il y a peu de naturopathes qui savent accompagner correctement et c'est quelque chose qui est très très difficile. Et quand j'accompagne quelqu'un, moi ce que j'adore, c'est quand j'arrive à les emmener à voir le switch, c'est-à-dire que ils ont une pathologie, une souffrance qui est dure à porter. Et franchement, c'est de sentir diminuer, c'est très dur. Et d'arriver à regarder cette situation positivement, de voir ce qui progresse et de savoir qu'il y a un bout du tunnel, je sais que ça fait une grande partie de mon accompagnement. C'est-à-dire que dans ce qu'on transmet, il y a des informations concrètes, mais en réalité, il y a des schémas cognitifs et émotionnels. D'ailleurs, on le sait, pour obtenir quelque chose, il faut qu'il y ait une idée et une émotion. Si tu n'as qu'une idée, c'est presque 5 fois moins performant. Donc, il faudra 5 fois plus d'énergie pour le retenir. Quand tu le mets avec une émotion d'une part et tu rajoutes une image d'autre part, moi, c'est ce que j'adore. Hein. J'adore la pédagogie. C'est un sujet qui me passionne. Je fais juste une petite parenthèse, mais pour dire pourquoi ça m'apassionne, c'est que quand j'ai passé mon bac, j'étais vraiment moyen, mention à bien. Donc tu sais, la première mention que tu peux avoir. Donc c'est pas trop catastrophique, c'est bon, mais bon, il n'y a pas de quoi trop frimer. Et je me suis posé un challenge. Bon, j'aimais déjà bien les challenges, qui était d'être dans les 2 ou 3 premiers de la classe. Donc, ce que j'ai fait, j'étais à la bibliothèque, j'ai ouvert les bouquins de pédagogie. Et j'ai vu à quel point, en fonction de la façon dont tu accroches le problème, ça peut être difficile de le faire rentrer ou hyper facile. Et vraiment, c'est un ratio de 1 à 5, c'est au bas mot. Hein. Tu peux faire très, très pire. Donc, mais entre quelqu'un qui bachote sans motivation et quelqu'un qui le fait il sait pourquoi il le fait, avec quelqu'un avec les bons canaux qu'il faut, c'est incroyable comme ça rentre. Et quand ça rentre, c'est intégré et c'est plus un savoir qui est là, c'est un fonctionnement qui est naturel. Donc, tu ne fais plus quelque chose parce que tu dois, mais parce que tu fais plaisir, parce que c'est naturel, parce que tu as mesuré que c'était OK pour toi. C'est pour ça que je passe beaucoup par l'expérience. C'est-à-dire que quand j'accompagne quelqu'un ou quand j'enseigne, mais quand j'accompagne, c'est le problème, quelles sont les causes possibles du problème. Ah ouais, tiens, bizarrement, ces choses-là sont présentes chez vous. OK, on va essayer de les corriger. Et est-ce que c'est mesurable? Et quand la personne, au bout d'un mois, elle dit « Waouh !» Moi, je rappelle, le truc le pire, c'est quelqu'un qui a des problèmes avec les intolérances sur les laitage au gluten. C'est pas tout le monde, mais beaucoup. Et donc, souvent, quand je vois le problème, je dis, on va faire une expérience d'1 mois. 1 mois sans laitage et gluten. Je dis, c'est le pire mois de votre vie. Hein, vous allez passer en mode maniaque. Vous serez jamais aussi maniaque de toute votre vie, même si c'est le jour et la nuit.
Et au bout d'un mois, vous faites le bilan. Mais le nombre de clients, alors en général, moi, quand je me suis aperçu que quand quelqu'un est intolérant, il peut se permettre 1 à 2 écarts dans la semaine. C'est-à-dire que, imaginons qu'il soit intolérant au laitage et au gluten, ben, tu peux te faire une pizza party ou une pasta party 2 fois par semaine. Alors, tu fais pas un jour fromage, un jour pain, un jour fromage, un jour pain. Hein. T'as deux, ce qu'ils appellent en médecine chinoise le repas de fête. Donc, le repas de lâchage. Ton corps va très bien gérer. Par contre, si tu le fais tous les jours, ça va t'empoisonner. Mais donc moi je suis en général je m'aperçois que alors ça dépend, il y a des pathologies qui vont vraiment demander d'être très très strictes, notamment tout ce qui est neurodégénératif, mais pour le reste, tu vois, des problèmes articulaires ou autres, si tu fais un écart, tu ne le sentiras pas. Donc la personne fait un test d'un mois et puis j'allais lui dire écoutez, faites maintenant, dites-vous si vous allez une fois chez des amis ou quelque chose comme ça, pouvez-vous faire des écarts. Elle dit ah non, mais alors c'est tellement de jour et la nuit que juste j'ai plus envie d'en prendre. Ouais, c'est ça qui est amusant parfois quand les gens me disent, ouais, mais vous êtes sûr que je dois vraiment essayer ça et puis faire Alors moi, c'est aussi des exercices parce que dans l'école, on enseigne toute la partie de libération émotionnelle, tout un travail sur le coaching naturopathique, etc. Et donc, si tu veux, moi, parfois, je leur fais faire des petits exercices, mais ils ont l'impression que ça prend du temps parce qu'il y a quand même 5 minutes par jour, il faut noter des choses. Il y a quand même parfois faire une petite méditation, visualisation, des exercices respiratoires, bref, tout un tas de choses. Et donc, ils me disent, ouais, mais attendez, quand même, ça va me prendre du temps dans ma journée, dans mes trucs. Bon, ça fait 15 ans que la personne souffre. Tu dis quand même, à un moment donné, il faut quand même poser des actions. La personne les pose. Et quand après coup, je lui dis, écoutez, elle me dit, mais attendez, par contre, moi, du coup, je le fais 3 fois par jour maintenant. Je dis, comment ça, 3 fois par jour? Je vous avais dit une fois. Et elle me dit, oui, mais en fait, ça me fait tellement du bien que j'ai préféré le faire 3 fois par jour tout le temps. Et puis, quand je peux pas, du coup, j'évite de sortir sur le marché pour pouvoir le faire. Oui. Je dis, alors, vous pouvez en rater une fois. Mais en fait, ils veulent plus. Ils veulent plus parce que ça devient une nouvelle habitude que leur cerveau a enregistré comme étant quelque chose de profondément bénéfique dans une société et dans un mode de vie où on ressent souvent on essaie des de choses s'anesthésier dans la société actuelle. Alors quand tu prends quelque chose qui te remet à la vie, moi ce que j'aime dans la naturopathie et dans le biohacking, c'est que ça te reconnecte au vivant qui est en toi. C'est-à-dire que quand tu ressens à 50 ans, tu vois, par exemple, je vois à 50 ans, quand tu sens ton corps qui a un plein potentiel, tu vois, je vois cette différence. C'est-à-dire ce côté bien paisible, confortable qu'on a quand on a de bonnes habitudes. Et puis quand je m'amuse à mettre le booster du biohacking, en réalité, je fais une fois par mois, je fais une semaine de pause pour vraiment ressentir tel que je suis si je faisais pas de biohacking du tout. Donc je suis sur quelque chose qui est pas inconfortable. Mais quand je le reprends et que je sens waouh, l'énergie reprend en moi, tu vois, il y a cette joie. Et j'ai pas besoin d'aller dans des trucs aussi extrêmes que j'avais besoin avant. Alors, j'avoue que des fois, je dois me retenir un peu parce que j'ai toujours ce goût de l'extrême. Mais le fait de se ressentir vivant, de ressentir la vie circuler en soi, c'est incroyablement jouissif. Et moi, ce que j'adore, c'est cette dimension. Tu parlais de l'importance de la dimension émotionnelle et d'accompagnement. Elle est capitale. C'est vrai que voilà, moi je vois des gens qui sont dans des souffrances et une partie de mon travail, c'est de les accompagner à changer de paradigme par rapport à leur souffrance, donc mettre de la douceur dans leur souffrance, alors pas de guérir les souffrances émotionnelles parce que c'est encore un boulot à part, mais en même temps, quand la personne arrive à relativiser, à rire de ce qu'elle a parce qu'elle sait qu'il y a un bout du tunnel, elle sait qu'à un moment ou à un autre ça va s'améliorer, qu'il y a l'espoir, c'est déjà quelque chose qui fait que le truc est à moitié gagné. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose en disant je vais perdre, au début je me laissais avoir, je reconnaissais des gens, je voyais des gens en réalité, ils étaient quasiment déjà persuadés que ça allait pas marcher, tu vois. Donc c'était difficile. Aujourd'hui, quand je les repère, je sais vraiment arriver à les accompagner à ce qu'ils se disent que ouais, ça pourrait être possible. Ok, et on va faire cette étape. Ah oui, cette étape a été possible. Donc, il a été possible de faire mieux que ce que je pensais qu'il n'était pas possible de faire mieux. Ok, mais donc, on a encore 4-5 marches à monter, pas de problème. On sait que si c'est possible une fois, ça va être possible 8 fois. Exactement. Et tu vois, un truc que j'aime beaucoup, c'est l'image des sprinteurs sur 100 mètres. Pendant des années, on pensait que c'était impossible de courir le 100 mètres en dessous de 10 secondes. Il a fallu qu'un mec le fasse pour que d'autres se mettent à le faire. Alors qu'au final, la barrière psychologique était tellement forte
que c'est presque comme si leur corps et leur performance s'adaptaient sur leurs croyances. Et une fois que la croyance est tombée, tout le monde s'est dit, il y a un champ de possibilités. Et c'est pareil chez les naturopathes pour gagner leur vie. C'est pareil chez les personnes pour les métaux lourds, pour tous les troubles qu'on peut avoir, où il suffit entre guillemets, hein, c'est facile à dire, mais de laisser la santé et la force vitale intelligente s'exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il suffit que tout ça s'exprime pleinement, qu'on arrête de l'entraver et qu'on lui permette de fonctionner. Et c'est, à mon sens, c'est extrêmement intéressant. Et comme tu dis, la personne, il suffit qu'elle se rende compte que ça a été possible une fois, donc c'est possible encore d'autres fois. Si tu le permets, Stéphane, on a déjà évoqué énormément de choses. J'aimerais qu'on finisse sur les gens qui peut-être nous ont vus, se sont dit tout ça, c'est bien passionnant. J'en suis pas encore à me former à la naturopathie. Par contre, j'aimerais découvrir ça. Alors, je sais que tu as écrit, là, tu en es à ton 10e bouquin. Je sais que tu as écrit des bouquins passionnants. Je pense à Secret de naturopathe, je pense à Je m'initie à la naturopathie. Est-ce que tu peux nous en parler pour toutes ces personnes qui voudraient découvrir ça? Je parle pas de livres à lire en complément d'une formation. Je parle vraiment de livres à lire pour découvrir tout ça, aller plus loin. Alors, peut-être qu'un jour, vous aurez envie de journaliste, quand j'ai commencé à m'intéresser, comme ça, on va pouvoir finir sur les bouquins, mais c'est un très bon moyen d'entrer. J'ai commencé à chercher des choses et parce que je sais que c'est intéressant quand tu t'intéresses à un nouveau sujet de lire quelque chose qui te résume, parce que ça te donne une carte grosso modo. Et en réalité, j'ai cherché des bouquins et j'ai pas cherché des bonnes cartes. Alors, j'en ai trouvé quand même, hein, j'ai trouvé des bouquins intéressants, mais qui étaient soit des pavés indigestes, soit des trucs qui étaient trop succincts. Donc, ma première envie, quand j'ai fini ma formation de naturopathie, ça a été créé donc Secret naturopathe, qui est en gros le résumé, c'est le fil rouge de la naturopathie. C'était préfacé par comment dire, alors c'était pas mon prof d'école, c'était le directeur du Sénato, Kieffer, Lionel Kieffer, qui est quand même le pape de la naturo, et qui dit qu'on a réussi, parce que ça a été un livre qui a été coécrit. Moi, j'adore collaborer, faire travailler l'intelligence collective. Je l'ai coécrit avec Vanessa Lopez, et donc Denis Kieffer dit: vous avez réussi à faire le juste écart entre dire tout ce qui doit être dit, mais avec suffisamment de profondeur, mais sans trop de profondeur. Et vraiment, en réalité, j'ai écrit le livre, comme on fait souvent, que j'aurais aimé lire quand j'ai commencé. C'est-à-dire que c'est un truc où tu scannes la naturopathie. Alors, tu m'excuses, il y a le facteur qui vient d'arriver. Voilà, donc ça, c'est le premier bouquin. Ensuite, j'ai fait d'autres bouquins qui sont plus synthétiques, toujours en focalisant sur la pédagogie. Donc, il y a effectivement Je m'initie à la naturopathie. Voilà, ça y est. Vraiment pour celui qui voudrait démarrer, qui part pas de zéro, mais qui est passionné, qui a envie d'aller un peu plus loin. Je pense que c'est un livre qui peut l'aider à mettre le livre que je dois donner à ma belle-sœur, parce que vraiment, il faudrait qu'elle comprenne que le steak frites n'est pas totalement adapté à une pleine santé. Donc, celui-ci, c'est vraiment… il scanne toute la naturopathie, mais d'une version vraiment simple, ludique, très attractive. D'ailleurs, plus illustré, lecture plus légère. Voilà, celui-ci, c'est « Je cherche du savoir ». Franchement, je suis assez fier. Alors, c'est une base, hein, maintenant, c'est pas l'encyclopédie de la naturopathie de Daniel Kieffer. Hein. Oui, et puis de toute façon, comme je dis souvent aux personnes, si vous voulez vous former et devenir naturopathe, il faut une formation, parce qu'il y a toute une partie qui passe par le mimétisme de professeurs, d'experts, d'accompagnement. Apprendre dans les livres, ça vous permet de découvrir, de vous initier, d'aller plus loin, de vous familiariser. Et surtout, là, comme tu le dis, il y a une très belle trame dans Secret de naturopathe. Enfin, en tout cas, moi, c'est un livre que j'aime bien conseiller. C'est un des seuls que je conseille assez régulièrement, d'ailleurs, quand on me demande des livres pour découvrir. Donc, je le fais avec plaisir, avant même de te connaître, à vrai dire. Et en fait, je me dis, tu vois, c'est une trame qui donne… En fait, j'aime bien voir la naturopathie comme un arbre. Il y a un gros tronc, il y a des branches, il y a des branchettes et au bout, il y a des feuilles. Bah, ça permet d'avoir une idée d'à quoi ressemble le tronc et les branches. On ne sait pas utiliser chaque outil, voilà, avec toutes les subtilités feuilles, comme si on était un professionnel avec 20 ans d'ancienneté. Mais par contre, oui. Exactement. Par contre, on comprend l'arborescence, on sait où on se situe, et si on se dit, bah tiens, c'est vraiment un truc qui peut m'intéresser, j'aimerais aller plus loin, bah là, on passe à justement très sincèrement, de la formation moi, je suis un geek, j'adore Internet, j'ai beaucoup de d'informations par YouTube, par les livres, mais il y a des fois où, par exemple, pour l'Ayurveda, j'aurais très bien pu prendre 3 bouquins et une formation en ligne, mais je vois la transmission qu'il y a entre l'humain, l'échange direct. Pour moi,
il y a quelque chose. Nous sommes, tu sais, avec nos neurones miroirs, quand on est connecté avec quelqu'un, et moi j'ai vraiment souvent cette impression-là, c'est que quand je suis avec quelqu'un, j'apprends plus que tout ce que j'entends comme mots. Voilà, exactement. Tu es en train de t'harmoniser sur son système nerveux. Tu acquiers tout le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire-faire, le savoir-faire-être. Des fois, je dis aux gens, lire des livres, si ça suffisait, moi, des étagères comme derrière moi, là, il y en a 5 fois ça dans la pièce dans laquelle je suis. Je serais docteur de toutes les disciplines, s'il suffisait de lire des livres. Or, c'est pas le cas. Tout ce que je sais et ce sur quoi j'estime être le meilleur aujourd'hui, c'est des choses où j'ai eu des mentors, des professeurs, qui m'ont parfois appris des choses très très simples, mais par contre, ces choses simples, elles sont tellement rentrées en moi. Je les ai tellement intégrées comme une réalité, une deuxième peau, parce qu'il y avait tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, tout l'aspect des autres éléments neurosensoriels, tous les neurones miroirs qui m'ont fait capter autre chose que le contenu, que finalement, ça m'a transformé. Et je pense qu'une bonne formation de naturopathe, c'est pas seulement lire des PDF, lire des livres, etc. Ça, c'est une belle introduction. C'est un beau moyen de passer de ça m'intrigue à passionné qui en sait quand même pas mal. Par contre, pour devenir expert, maître et surtout professionnel qui gagne sa vie, qui fait rayonner la naturopathie dans le monde, je pense que ça passe par l'exposition à des professeurs et c'est exactement pourquoi je t'ai choisi pour leur donner une je suis très curieux de penser que j'avais quelqu'un qui avait appelé ça la transmission passive. C'est-à-dire que le fait d'être avec quelqu'un, mais il y a un échange qui se fait. Il y a quelques études scientifiques d'ailleurs qui montrent qu'il peut y avoir un processus de transmission. Tu sais, l'histoire du centième singe. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est très important. Et c'est pour ça que c'est important aussi de choisir, de travailler avec des gens qui sont inspirants. Quand tu es dans le savoir, donc soit dans les livres, soit quelqu'un qui est pas, tu vas être là dans le mental. Quand tu as une vraie transmission, tu as le savoir, mais tu l'intègres et c'est pas un savoir comme un livre où tu peux te référencer à tel livre. C'est vraiment une façon de penser, une façon d'être. Et en naturopathie, pour moi, je le considère comme une façon d'accueillir la personne dans sa souffrance et de l'accompagner vers justement la ramener à la vie. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'aime dire aux gens, vous devez venir vous former uniquement pour générer ce qu'on appelle, en fait finalement c'est une aventure humaine, mais je parle de connexion de cœur à cœur. La finalité c'est une connexion de cœur à cœur qui permet une transmission de l'ordre de l'illimité, d'intégrer une famille. Nous, dans notre école, on considère que les élèves intègrent une famille, que ce soit auprès des professeurs, que ce soit auprès de moi, de l'équipe, et puis des anciens de mes élèves qui nous rejoignent également, de tous les autres élèves. Il y a une acceptation inconditionnelle. Et finalement, la transmission de cerveau à cerveau, c'est-à-dire en gros remplir notre bibliothèque de croyances et de conditionnement avec d'autres éléments pour pouvoir générer une autre forme de cohérence, c'est une sorte de support c'est une fonction support qui va, ou c'est en tout cas ça se fait en parallèle, ça se fait comme si c'était nécessaire aussi, mais ça se fait pas comme étant la pure finalité. Sinon, on crée des gens avec des têtes très remplies. Très souvent, on voit des gens, voilà, comme tu disais tout à l'heure, des formations en accéléré en 1 an, etc. La tête très très remplie, mais derrière, la connexion à l'inspiration, elle n'a pas toujours lieu, et ça peut prendre quelques années à digérer pour pouvoir se reconnecter à ça. Et bien souvent, des fois, c'est des gens qui font une autre formation ensuite ou qui reprennent leur cours autrement et qui reviennent se connecter à leur être, à ce qui les anime en eux pour pouvoir rayonner. Écoute, c'est avec plaisir. Et vraiment, moi, c'est comme ça que je vois le partage. Je le vois comme un échange parce que bizarrement, quand tu enseignes quelque chose, tu apprends. On le voit dans l'éducation des enfants, qu'un grand qui enseigne à un petit, il devient plus compétent dans le domaine qu'il est en train de partager. Et le petit, lui, il va monter d'un cran beaucoup plus rapidement parce qu'il y a quelqu'un qui est capable de se mettre à sa hauteur pour lui transmettre le savoir. Ben, écoute, je me réjouis d'avance de rencontrer les élèves de ton école. Merci beaucoup pour… Ça va être incroyable et je pense qu'on sera amené à faire d'autres choses. En tout cas, je voulais te remercier énormément pour le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va pouvoir permettre à beaucoup de gens de se rendre compte qui est Stéphane, parce que pour moi, c'est très intéressant et très important de partager justement pourquoi j'ai choisi chaque personne qui donne cours. À chaque fois, j'avais une matière, je me suis dit ça, c'est indispensable, j'en ai conscience. Le meilleur sur le sujet, c'est Stéphane. Et les autres, c'était pareil. J'ai dit, je veux 7 personnes dans l'école et j'ai eu la chance que tout le monde me dise oui. Donc finalement, on a une équipe incroyable. C'est du jamais vu en termes de collaboration, d'expertise.
mais c'était avant toute chose une aventure humaine et j'avais envie que les gens puissent te rencontrer, découvrir ton cursus, ton profil, comment tu as développé tout ça et comment ça se fait finalement que pour toi ça te tient autant à cœur de partager. Pourquoi ça t'anime autant? Parce qu'encore une fois, si toi ça t'anime de la sorte et qu'on comprend ce contexte qui t'y a amené, bah en fait on va forcément se sentir inspiré par ton discours et on va avoir beaucoup plus de facilité à connecter. Et si ça vous plaît pas, peut-être qu'il y a une autre école qui vous inspirera de la bonne manière qui sera celle pour Avec vous. plaisir. Et en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci Beaucoup Stéphane pour ce moment. Voilà, j'étais très heureux en tout cas de partager ça. Et je serais vraiment très heureux de… Voilà, vraiment, moi je me réjouis de partager mon savoir. Pas parce que j'aime bien frimer en étant le professeur. Quand je partage, j'apprends. Et surtout, j'ai vu tellement de gens qui voient la naturopathie de façon, tu sais, morne, rigoureuse, alors qu'en réalité, la naturopathie, c'est prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est s'emmener vers la vie. Donc, c'est juste forcément pour moi, dans la joie, la créativité. Voilà, pour moi, la naturopathie, c'est le chemin vers la vie. C'est ça. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. J'aurais pas pu dire mieux. Stéphane, j'ai tellement hâte qu'on attaque, j'ai tellement hâte qu'on partage sur les prochains séminaires qu'on va faire ensemble, dans le cursus, les modules à la carte pour les naturopathes déjà diplômés, pour les gens en cours de formation dans d'autres écoles, mais qui n'auraient pas accès à ce type de formation-là. Le but, c'est pas du tout de cantonner le savoir chez nous, mais au contraire de rayonner sur l'ensemble du monde de la naturo, qu'on travaille aussi sur le biohacking. Donc, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, jusqu'à ma prochaine interview, mon prochain live, ma prochaine réunion. Portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves, continuez à croire que c'est possible de, comme Stéphane, comme moi, comme d'autres, de vous aligner et de vivre des choses inspirantes au quotidien. Et je vous dis à très vite, les amis.